Magali Huibard, je suis la directrice du Greffe Bretagne. Bienvenue pour ce 4e rendez-vous du Pacte pour cette année 2021. On est très heureux de vous retrouver dans cette salle et en distanciel. Alors vous connaissez maintenant nos rendez-vous du Pacte. Ils sont organisés par le Greffe Bretagne, ils sont organisés à la demande de la région Bretagne dans le cadre de ce qu'on appelle le Pacte breton d'investissement dans les compétences, d'où le nom, les rendez-vous du Pacte. On organise ces conférences sur la formation d'aujourd'hui, les enjeux de demain. L'objectif, c'est de réfléchir ensemble, de découvrir, de redécouvrir des thèmes qui impactent vos pratiques professionnelles, mais également de vous amener à réfléchir avec nous sur tous les objets de curiosité au quotidien, bref, de prendre du recul. Et on espère qu'aujourd'hui, ce sera aussi l'occasion de le faire. Alors, 2021, c'est notre première conférence en présentiel. Alors, il y a une jauge, mais on est vraiment très heureux, au nom des équipes du Greffe, au nom des équipes de la région, de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle. Se retrouver en vrai, c'est important aussi. Malgré tout, on est dans un format interactif et nous accueillons également, alors tous ceux qu'on ne voit pas mais qui nous regardent, plus de 200 personnes qui étaient inscrites en tout cas pour nous suivre à distance. Donc entre ce présentiel, ce distanciel, on a choisi un format qui sera, je l'espère, très interactif, puisque vous, dans la salle, vous allez pouvoir poser des questions à nos intervenants que je vous présenterai tout à l'heure, tout simplement avec les petites fiches qui vous ont été remises dans vos badges. Vous pourrez poser vos questions sur ces fiches, lever la main, et puis quelqu'un viendra les chercher. Elles sont remises à Tiffaine ensuite. Pour toutes les personnes qui sont connectées sur Zoom, de votre côté, vous pourrez poser toutes vos questions et c'est Marie-Claire, qui est derrière l'ordinateur également, qui sera l'animatrice du chat et qui remontera aussi vos questions. Alors, passé ce temps un peu logistique, l'objet de notre conférence aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est de parler de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Des sujets qui irriguent notre quotidien, qui nous fascinent, qui nous interrogent, qui suscitent bien des fantasmes aussi. En préparant cette conférence, je me suis un peu interrogée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous ces objets aujourd'hui? Peut-être comme certains candidats aux élections, j'aurais pu me présenter sous forme d'hologramme, qui aurait eu un petit peu de cachet, je pense, mais on ne l'a pas fait. Ou j'aurais pu vous proposer tout simplement d'utiliser des casques de réalité virtuelle et d'intégrer un univers virtuel qu'on appellera peut-être un jour méta, mais bon, voilà. En tout cas, toutes ces technologies existent déjà. Et aujourd'hui, on vous propose d'aborder plus spécifiquement les usages de cette réalité virtuelle, réalité augmentée, dans le domaine de la formation, qui est le domaine qui vous concerne et qui nous concerne plus spécifiquement. Alors, les questions qu'on se posera aujourd'hui, est-ce que cette réalité virtuelle est un incontournable pour la formation de demain et même pour la formation d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle peut dynamiser, rendre plus attractives vos formations, nos formations? Pour quel type de formation l'utiliser, dans quel parcours, à quel moment? Et puis, qu'est-ce que ça implique comme changement pour le formateur, pour l'apprenant? Moult questions auxquelles, bien évidemment, je ne répondrai pas puisque nous avons des intervenants qui, pendant 1h30, vont nous apporter leurs éclairages sur ces questions, vont répondre aussi aux vôtres, au-delà des nôtres. Et puis, à l'issue de ce temps de conférence qui se terminera aux alentours de 15h30, on vous invitera à rejoindre une autre salle où, jusqu'à 17h, vous pourrez tester, expérimenter ces méthodes d'immersion. Avant de vous présenter les intervenants, je vais vous présenter donc très rapidement l'équipe du Greffe Bretagne qui a organisé et qui va animer cet après-midi-là. Sylvie Rochard, donc, qui sera l'animatrice de cet après-midi et qui est aussi l'organisatrice de cette conférence. Marie-Claire May, qui est donc l'animatrice du chat. Tiffaine Giguelet-Tenay, qui coordonne les questions de la salle et du chat pour nos intervenants. Et puis, j'adresse également mes remerciements à l'équipe du Greffe, Audrey, Laetitia, Florence, que vous avez vu à l'accueil et qui ont participé à cet événement. Alors maintenant, nos intervenants, qui sont assis bien sagement en attendant de nous amener leur éclairage et leur savoir. Alors, je vais commencer par la présentation des représentants de l'IRISA. Valérie Gourenton, Bruno Arnaldi, donc vous êtes tous les deux enseignants-chercheurs à l'INSA et vous êtes détachés à l'IRISA, vous me direz si je ne me suis pas trompée. L'IRISA, le laboratoire français de recherche et d'innovation en sciences et technologies du numérique.
peut-être pas assez connu, mais largement reconnu au niveau national, européen, voire international. Vous nous en direz peut-être quelques mots. Vous avez tous les deux 20 à 35 ans d'expérience de recherche en réalité virtuelle ou augmentée. Et aujourd'hui, j'espère que vous allez nous apporter cet éclairage sur ce que sont ces méthodes d'immersion et une réflexion sur l'avenir de la formation. Sont également présents Olivier Bercot et Romain Cavagna. Alors tous les deux, vous représentez la société Artefacto. Vous êtes des créateurs de contenus de réalité virtuelle et augmentée et vous développez, entre autres, des contenus pour la formation et la promotion des métiers. De votre côté, vous allez plutôt nous parler de la manière d'utiliser ces technologies en formation et puis à quel moment du parcours et pour quelle utilité. Voilà pour cette rapide introduction. Je vais laisser la parole à Sylvie en vous remerciant et en vous souhaitant des échanges fructueux. Merci Magali. Merci. Alors bonjour à tous les quatre et d'abord merci d'avoir accepté cette invitation. J'espère que vous êtes confortablement installés, vous, dans la salle et puis donc les personnes qui sont à distance derrière leur écran. Donc on est ensemble effectivement pour cette conférence jusqu'à 15h30 et moi je ne sais pas vous, mais moi je mets mon téléphone portable en mode avion. Voilà, donc pour démarrer, je vous propose donc une première partie où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour nous dire ce qu'est la réalité virtuelle en formation et pourquoi on peut l'utiliser justement en formation. Alors, je vais d'abord m'adresser à Bruno pour essayer de définir cette réalité virtuelle. On va distinguer réalité virtuelle et réalité augmentée, mais d'abord commençons par la réalité virtuelle. Bruno, est-ce qu'on peut définir la réalité virtuelle de cette manière comme une technologie qui permet de se projeter dans un monde virtuel? Alors effectivement, c'est une technologie, mais c'est aussi un domaine scientifique. Donc il y a à la fois la partie technologique et la partie scientifique. Nous, on travaille dans un laboratoire de recherche, donc le côté scientifique nous intéresse. Pour définir ce qu'est la réalité virtuelle, il y a énormément de définitions dans la nature, faites par des collègues scientifiques, mais on peut, de manière assez simple, dire que ça consiste à placer un utilisateur en interaction directe avec un environnement virtuel, majoritairement dans un espace tridimensionnel, et que pour faire cette interaction, on va utiliser une application informatique et souvent quelques dispositifs qui vont permettre effectivement de mettre en œuvre cette interaction en réalité virtuelle. Un élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, et les gens n'en ont pas toujours une grande conscience, c'est que l'environnement est certes virtuel, elle n'existe donc pas, mais du point de vue de l'utilisateur, l'expérience sensorimotrice, c'est-à-dire la capacité d'agir et de percevoir, est-elle réelle? Quand on voit des images virtuelles, on les voit vraiment. Quand on touche un objet virtuel, on agit vraiment. Et donc cette expérience est absolument réelle. Et je crois qu'on avait insisté lors de la préparation sur l'utilisation du casque comme support, mais aussi d'autres éléments. Je vais y venir, et justement les illustrations vont aller dans ce sens. Donc beaucoup de gens, un peu à cause des médias d'ailleurs, ont tendance à faire des raccourcis, à penser que casque est égal à réalité virtuelle et réalité virtuelle est égal casque. C'est un petit peu plus compliqué que ça. On peut faire de la réalité virtuelle sans casque, avec des espaces immersifs. On en verra dans les petites vidéos qu'on a choisies. Et le fait d'avoir un casque n'implique pas toujours de faire de la réalité virtuelle. Donc c'est un peu plus compliqué qu'il est pareil, on en parle un petit peu plus loin dans le reste de la table ronde. Et donc ça m'amène aussi à intégrer à la notion de réalité virtuelle une autre notion qui est assez importante, qui est l'immersion. Et donc on va avoir une petite illustration qui va arriver, mais je vais décrire, avant de passer la vidéo, ce qu'est cette notion d'immersion. Donc l'immersion est un état mental et perceptif d'un utilisateur lorsque une partie de ses sens sont alimentés par des stimuli virtuels. Et donc on va mettre des images qui ne sont pas des images de la réalité, du son qui est du son synthétique, etc. Et ça place l'utilisateur dans cet état d'immersion. Et évidemment, la partie technologique, casque, système grand écran, comme vous avez sur l'image qui se trouve là, que je vais préciser tout à l'heure, participe à cette immersion, mais ça n'est qu'un élément qui participe. Pour l'information, on peut très bien se trouver immergé dans un livre. C'est tout à fait quelque chose qui est possible. Donc vous avez à l'écran, et là on va faire tourner la vidéo, donc une petite séquence qui a été tournée dans un
petit ordinateur de réalité virtuelle qu'on a au laboratoire, un système qui s'appelle Immersia. L'écran fait une dizaine de mètres de large et donc est alimenté par 14 projecteurs HD. Donc c'est des choses qui sont assez qualitatives. Et là, on se trouve immergé en réalité virtuelle à l'intérieur d'un environnement qui a été reconstruit, un environnement réel, puisque là, c'est la salle du jeu de pommes historique de Rennes qui a été reconstituée par un nuage de points en lasergrammétrie et qui permet, grâce à notre dispositif, de placer un utilisateur à l'échelle 1 à l'intérieur de cet environnement. D'accord, effectivement, là, on est vraiment projeté grâce à ce dispositif Immersia. Est-ce que quand on est dans la réalité virtuelle, Valérie, on a un sentiment de présence ? Effectivement, en réalité virtuelle, en fait, il y a plusieurs caractéristiques. Voilà, c'est une expérience à vivre déjà, ça c'est important de le dire, parce qu'on a beau vous l'expliquer, il faut vraiment l'essayer. Et une des caractéristiques importantes est l'immersion déjà décrite par Bruno. Et une autre caractéristique, c'est la présence. La présence, c'est être présent dans l'environnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire oublier que l'environnement qui est autour de soi est virtuel. Donc on a vraiment l'impression d'avoir des objets réels autour de soi, un environnement qu'on connaît de la vie courante ou pas d'ailleurs. Il y a aussi beaucoup de choses en réalité virtuelle sur les arts numériques ou sur des choses imaginaires. C'est aussi important de le dire, on ne se colle pas toujours à la réalité. Et donc le sentiment de présence, c'est oublier le fait que ce qui est autour de soi est virtuel. Et un petit exemple très simple qu'on va illustrer sur une vidéo juste après, que je vais commencer par décrire, c'est un environnement où vous avez une simple poutre avec en dessous du vide, une trentaine de mètres en dessous. On laisse l'utilisateur se promener. Donc là, on est encore en Immersia, notre grande salle de réalité virtuelle, qui est donc 10 mètres de large, hein, c'est quand même assez impressionnant. L'utilisateur est donc à plat, comme ici, et on lui propose une poutre avec 30 mètres en dessous, et on lui dit, ben voilà, tu peux te promener dans cet environnement. Et ce qui se passe, c'est que l'utilisateur, lui, considère que c'est une vraie poutre, un vrai environnement, du vrai vide, et comme vous l'imaginez, j'espère, va rester sur la poutre et ne va pas franchir cette poutre, voir si la poutre est un petit peu abîmée, pas très rassurante. L'utilisateur ne va pas dépasser cette poutre, et on a même des experts qui n'arrivent pas à aller dans cet environnement. Je parle de mon cher collègue à côté, voilà, qui ne peut pas faire cette expérimentation, même si je pense qu'il a bien compris que le sol était plat. Alors peut-être avant de lancer la vidéo, je vais faire un petit sondage en direct dans la salle. Il peut être fait aussi sur le chat. Est-ce que vous voulez bien lever la main, ceux qui ont déjà testé la réalité virtuelle ? Ok. Donc ce que j'ai raconté, vous devez bien l'entendre. Donc sur la vidéo, tu peux peut-être la lancer, à moins qu'elle ait tourné, je ne l'ai pas vue. Non, je la lance. Super. Donc voilà, un environnement fait par des petits étudiants INSA il y a quelques années déjà. Donc là, on voit le vide. Donc Bruno, ne regarde pas trop, tu vas être malade. Donc l'utilisateur est devant la poutre. Voilà, donc il y va, c'est un néophyte pour information. Et vous voyez ces petits orteils là, hein, il s'arrête au bord de la poutre, hein, il regarde en dessous, mais il va rester tranquillement en sécurité sur la poutre. Alors pourquoi est-ce qu'on vous montre ça ? C'est parce que dans un domaine de formation, c'est important que l'apprenant se sente vraiment dans un environnement qu'il considère comme réel, du moins dans sa tête. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc effectivement, c'est comme si on coupait de l'environnement présent pour être projeté effectivement dans cet environnement virtuel. Je me permets juste une Bruno. petite précision. C'est que les gens n'ont pas forcément conscience à voir l'image là que la surface de projection disparaît. C'est-à-dire qu'en gros, l'utilisateur qui a les lunettes stéréoscopiques voit le trou. Il ne voit pas le plancher sur lequel il marche. Et c'est ça qui fait qu'il n'avance pas de 20 cm parce qu'en fait, humainement, il se place en situation de danger. Je ferai comme lui. Moi, je ne peux pas le faire. Donc je crois que vous avez prévu également de nous parler justement de l'utilisation de la réalité virtuelle dans différents domaines de formation. Donc je vais d'abord m'adresser à Bruno. Dans le domaine médical, vous avez travaillé sur certaines expériences ? Donc on a une expérience qui commence à être assez longue de travail sur le domaine de la formation et de la réalité virtuelle. C'est une expérience d'une vingtaine d'années dans l'équipe. Et là, c'est des travaux qui ont duré 5 à 6 ans sur des projets dans le domaine médical. Tu peux peut-être mettre l'image. Et c'est une toute petite vidéo qui va vous montrer un certain nombre
d'éléments assez diversifiés dans l'introduction de la réalité virtuelle dans un contexte assez tendu en termes de complexité, qui est un bloc opératoire, pour lequel en fait on va se retrouver à faire de la manipulation d'objets, à travailler avec des personnages virtuels en collaboration. On va se retrouver à avoir des expérimentations et des apprentissages sur des procédures. Donc on a des choses à faire avec un certain ordre pour réaliser des opérations, des choses qui sont des expérimentations d'apprentissage de compétences non techniques, c'est-à-dire par exemple veiller à la sécurité à l'intérieur d'un bloc opératoire, des expériences qui ont lieu en casque, mais qui aussi ont lieu sur tablette, parce qu'on va se retrouver à être capable d'avoir une interaction assez immersive avec un casque de réalité virtuelle, mais qui est peut-être d'un usage un tout petit peu individuel, et aussi la notion de classe, où on va avoir un certain nombre de tablettes qui peuvent être occupées par des formations à plus large spectre. Donc il y a toute une gradation possible. On va faire tourner la vidéo. Alors, avant de lancer la vidéo, je me tourne vers vous pour savoir s'il y en a parmi vous qui travaillent dans le milieu sanitaire ou médical. Voilà. Une personne, merci de représenter ce domaine. Et sur le chat, je pense que la question peut être relayée également. Je vais lancer la vidéo. Et donc la vidéo va nous permettre de voir beaucoup d'aspects. Elle est assez compacte, elle fait moins d'1 minute. Et donc là, c'est la réalité, c'est ce qui se passe en bloc. On a des gens qui travaillent ensemble pour réaliser des opérations. Là, c'est de la neurologie en plus, neurochirurgie. Et donc, il y a des aspects modélisation qui sont très importants, donc avec des choses de haut niveau, y compris des éléments de type IA. La définition de scénarios qui conduisent finalement à être capable de faire de la manipulation et de l'interaction directe, avec capacité en plus d'être en mesure d'observer ce qui se passe et de commenter en live. Là, c'est des compétences non techniques. La tablette que je vous avais annoncée, et le fait que ça puisse être déployé à l'intérieur d'une salle de classe pour des formations en métier d'infirmier, par exemple. Donc, rappel d'une bloc opératoire qui est tout sauf quelque chose de simple. Peut-être un commentaire ou Olivier ? Peut-être oui, rebondir rapidement sur ce qu'a souligné Bruno, c'est-à-dire que la réalité virtuelle n'est pas définie uniquement par l'usage d'un casque de réalité virtuelle. Là, en l'occurrence, l'usage de la tablette est également un usage réalité virtuelle, puisque on travaille dans un monde synthétique et on va interagir avec un monde 3D par interaction tactile en fait sur la tablette. Ce qui permet également de souligner que dans un parcours pédagogique, on peut le démarrer en casque immersif, le poursuivre sur un autre support que peut être la tablette ou vice-versa, et que des développements également sont faits sur le web en réalité virtuelle. Donc le multi-support est très important parce que ça permet un continuum en fait du parcours pédagogique, quels que soient les devices, enfin les matériels disponibles. Ce qui permet aussi de travailler à la massification des formations en réalité virtuelle, puisqu'on travaille avec des dispositifs très simples, grand public, type tablette effectivement, notamment, et avec des casques immersifs qui aujourd'hui sont devenus d'un usage, en tout cas d'un tarif en tout cas très abordable pour un déploiement en grande quantité. Je vous propose de poursuivre. En fait, on va avoir une petite vidéo sur le domaine industriel. Donc, je vais faire mon petit sondage avant de démarrer. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans le domaine industriel ? D'accord. Même question sur le chat, peut-être, Marie-Claire, si tu veux bien relayer. Et puis, du coup, je vais poser donc la question à Valérie. Est-ce qu'il y a des exemples ? Vous avez travaillé effectivement dans le domaine industriel ? Oui, on a amené une petite vidéo qui est dans le domaine industriel d'une usine de plasturgie pour un changement de moule. Donc je pense que tu peux lancer la vidéo. Donc voilà, une grosse machine qui ne se déplace pas, donc modélisée en virtuel avec un utilisateur ici, une utilisatrice qui va travailler en collaboration avec un humain virtuel et donc qui va aller chercher tout un tas d'outils pour changer le moule. Et la particularité ici, c'est que le changement de moule se fait à 2 personnes. Et donc l'intérêt pour nous ici a été de simuler l'humain virtuel qui aide l'utilisatrice à faire ce changement de moule, en sachant que le moule qu'on voit sur le palan est physicalisé au sens où quand on appuie dessus, il va bouger en fonction de ce que l'utilisateur fait. Donc là, le but, c'est de bien le placer correctement en communiquant avec la personne derrière.
Et puis là, on voit différents points de vue de ce changement de moule. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'était de montrer la partie industrie et partie aussi collaboration avec quelqu'un d'autre, parce que quand on se forme, on n'est pas forcément tout seul dans la partie scénario. Alors juste pour bien comprendre, Valérie, là, est-ce qu'on est encore dans le dispositif Immersia ? Oui, là c'est encore Immersia, effectivement, mais ça peut se mettre, comme l'ont dit mes collègues, sous casque, écran, d'autres dispositifs. Ça dépend ce qu'on cherche, quelles compétences on cherche à apporter à l'apprenant en fait. Donc ça dépend. Ok. On va passer à un autre domaine, le domaine agroalimentaire, donc même sondage. J'aimerais bien savoir d'où vous venez après. Et puis sondage également dans le chat, je vous le propose. Je passe peut-être donc sur la vidéo, puis je vais demander donc à Olivier de nous commenter cette vidéo. Ouais, donc le domaine de l'industrie agroalimentaire dans sa globalité est depuis quelques années très en observation et friande d'outils de formation en réalité virtuelle. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais la notion de sécurité, déjà abordée par Bruno, est fondamentale, puisque un outil de formation virtuelle permet de se former à toute situation et en sécurité. Là, je vais vous préciser de quoi il s'agit, ce que vous voyez. Donc ici, nous sommes dans un dispositif casque de réalité virtuelle, qui est, ce dont je parlais tout à l'heure, ce type de dispositif très abordable. Un point à souligner, c'est que le casque de réalité virtuelle peut fonctionner de deux façons, soit autonome, soit connecté à un PC robuste, PC dit gaming, un PC de gamer avec une capacité graphique forte. Plus le contenu graphique 3D va être léger, plus on va pouvoir tendre vers le casque autonome, plus les contenus vont être riches et plus on va devoir encore aujourd'hui se connecter à un PC. Là, ce que vous voyez, c'est un module de formation à la découpe de la viande. Ce module, nous l'avons développé pour un industriel, organisme de formation à l'intérieur d'un groupe industriel, Boucher Service, qui souhaitait former les néo-apprenants à la découpe avant de les former directement sur la matière. La cause en était qu'une grande partie de matière première était gâchée, abîmée, et donc ils ont été formés à l'intégralité des gestes de découpe avant d'être en possession d'un couteau sur la matière réelle. Juste avant de lancer la vidéo, je précise que ici nous sommes dans un cas de virtualisation de la dextérité, donc pas du process. Il ne s'agit pas simplement d'identifier des points d'action, mais il s'agit de faire selon une dextérité gaucher-droitier. Les deux ont été bien entendu virtualisés, et donc lorsque vous êtes dans le monde virtuel, vous avez l'impression de tenir un couteau alors que vous tenez le contrôleur ou ce qu'on pourrait appeler la manette du casque. Mais on peut lancer la vidéo qui va préciser ce point. J'attire votre attention sur la main mauve, ce que j'appelle la main fantôme, qui va apparaître. Et je vais vous la préciser ensuite. Vous voyez cette main fantôme équipée d'un couteau, qui est donc bleu-mauve à votre écran. C'est la main du geste juste. C'est le support pédagogique en phase formation qui disparaît en phase évaluation. Un module de formation en réalité virtuelle comprend généralement deux aspects, un mode formation / entraînement et un mode évaluation qui ne bénéficie plus des guidances ou bien des supports des aides pédagogiques de la partie formation, puisqu'on cherche bien entendu à évaluer une compétence. Donc deux volets dans un module de formation en réalité virtuelle. Autre chose pour compléter, on était sur la partie un peu définition de la réalité virtuelle. Est-ce que ça vous semble clair de votre côté? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a bien cerné les définitions? Bruno, il y a toujours quelque chose à rajouter. Oui, je peux guère m'empêcher. Vous pouvez peut-être à ce moment-là de la table ronde vous poser la question. On parle de dispositifs comme le casque et comme Immersia. Beaucoup d'entre vous ont sûrement expérimenté des casques. Beaucoup moins, fatalement, ont essayé Immersia. Je sais qu'il y en a au moins un dans la salle qui l'a fait. Quelle est la différence finalement entre ces deux choses-là? Parce qu'on passe de l'un à l'autre assez facilement et aux tablettes aussi. Globalement, Immersia, d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas du tout du même prix qu'un casque. On ne parle pas du tout de la même nature d'équipement, mais on ne parle pas non plus de la même qualité. Globalement, le nombre de pixels, donc la précision des images virtuelles qui sont affichées à l'écran, ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. C'est bien plus fin
que ce qu'on peut obtenir avec le meilleur des casques que vous avez sur le marché. Et le deuxième élément qui est déterminant, c'est que vous avez, d'un point de vue de la qualité, vous avez aussi la capacité, quand vous êtes en interaction, de voir votre propre corps. Ce que vous n'avez pas quand vous avez un casque. Et donc, quelque part, c'est une... Alors, quand on a un casque, on ne voit pas son corps, Non, mais par contre, on on voit voit dans l'environnement les manettes qui sont en train ses d'évoluer mains. ou de prendre les objets. On voit des mains virtuelles. On voit éventuellement des bouts virtuels, Hmm. mais qui ne sont pas à proprement parler Notre corps. des éléments de notre propre corps. Là, il y a des gens qui travaillent sur ces questions d'appropriation de ce modèle 3D vis-à-vis de notre corps. Ça, c'est une partie des travaux dans le domaine de la réalité virtuelle dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais c'est un enjeu et c'est vraiment une problématique. Et quelque part, on a évidemment ces distinctions qui vont être relativement fortes lorsque l'on fait des applications, et donc on n'est pas sur les mêmes éléments qualitatifs. Merci pour ces précisions. Je vous propose qu'on essaye de réfléchir ensemble aux différents avantages qu'il peut y avoir à utiliser la réalité virtuelle en formation. Donc, je vais m'adresser à Olivier déjà. Dans un premier temps, ce qu'on peut voir là, c'est que la réalité virtuelle permet de faire vivre une expérience à l'utilisateur. Est-ce que ça serait le principal avantage ? Oui, et si on parle d'expérience, on va tout de suite parler peut-être aussi du côté ludique, parce que de facto, le support a un aspect ludique, mais avec des contenus très sérieux. Effectivement, ça permet de vivre une expérience. Je ne sais pas quelle est la prochaine vidéo d'illustration. D'accord. Bien entendu, faire vivre une expérience, mais le côté expérientiel ne doit pas supplanter le côté pédagogique. Ce côté expérientiel, qu'on va appeler l'effet waouh, c'est bien, c'est chouette de vivre une expérience peut-être dans un monde fantasmagorique dont tu parlais tout à l'heure, mais très vite, on refocus sur le point de la présence, et on est là pour une mission, on est là pour suivre des conseils, en tout cas dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, des consignes pédagogiques, et on a le sentiment aussi, quand on est dans ce monde virtuel, que si on fait des erreurs, d'une part, elles n'auront pas de conséquences, néanmoins on va voir, dans le monde réel, néanmoins on va pouvoir quand même voir quelles sont les conséquences de ces erreurs dans le virtuel. Là, ce que nous illustrons avec les 3 prochaines vidéos très courtes, c'est en fait le passage du réel au virtuel. Cas d'usage, société Safran, Fougères, un calculateur aéronautique, pour un poste de travail particulier d'assemblage de pièces électroniques, besoin bien entendu d'une technicité au poste et des personnes qui ne sont pas eux-mêmes électroniciens, pour certains qui sont à ce poste-là. C'est une logique d'assemblage. Ils ont souhaité que nous fassions pour eux un module de formation en réalité virtuelle pour former tous les nouveaux arrivants à ce poste. Et aujourd'hui, ce module est déployé. Et il doit être validé, l'apprenant doit valider son passage dans le module avant d'être mis au poste de travail. Donc là, 3 vidéos très courtes qui vont vous montrer l'observation du réel et sa transformation en virtuel. On peut, si tu veux lancer la première vidéo qui présente notre phase observation et rédaction des spécifications fonctionnelles. Donc Romain, peut-être pour également préciser, puisque Romain a piloté ce projet. Ce qui est important, effectivement, sur la partie formation, en fait, c'est vraiment des temporosités en fait, avec le cas d'usage, avec les personnes qui travaillent sur le sujet, pour essayer ensemble de définir quelque chose qui soit précisément le besoin pour l'apprenant. Et donc là, en fait, de bien analyser les éléments qui vont constituer le scénario, l'environnement dans lequel va se dérouler l'action, la formation elle-même. Et donc là, ce qu'on démontre dans ces vidéos, ce qu'on présente, en fait, c'est donc la découverte des différents équipements qui sont utilisés, la pièce dans laquelle les opérateurs réalisent les tâches métiers, et finalement de transposer ça dans un univers synthétique qui soit au plus fidèle, en fait, enfin au plus pertinent, je dirais, parce que c'est pas la fidélité exacte n'est pas forcément la plus pertinente, mais qui soit au plus pertinent pour passer les informations aux apprenants, tant en termes de procédure que de gestes, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait. Donc là, on est vraiment dans une séquence d'actions bien précise, en fait, qui, si elle est faite dans un ordre bien particulier, va permettre de réaliser les actions, les opérations dans le temps le plus court, avec la meilleure posture, avec etc., etc. Donc il y a plein de choses en fait sur lesquelles on doit échanger, et on échange en fait avec nos clients. Ça me permet aussi de préciser la structure de construction d'un module de réalité virtuelle.
les spécifications fonctionnelles détaillées, donc une phase de réflexion initiale et une phase de rédaction en collaboration avec le client, en tout cas l'organisme de formation ou l'entreprise qui va être utilisatrice, et ensuite une phase de modélisation 3D, et ensuite une phase d'ingénierie qui va venir créer les animations et créer les interactions à l'intérieur du monde virtuel. Donc ce sont les 3 grandes étapes. Certaines sont menées. On pourra y revenir d'ailleurs, Olivier, sur ces 3 étapes. Mais peut-être quand on parlera gestion de projet tout à l'heure. Mais voilà, les 3 grands blocs qui constituent la création d'un module de formation vert avec beaucoup de validation intermédiaire. Mais ça aussi, on en parlera en gestion de projet. Romain, juste par rapport à ces vidéos, je crois que l'objectif aussi, c'est de pouvoir répéter ces gestes à l'infini. Effectivement, c'est un point très intéressant en fait, par rapport à la formation en immersion, c'est que le module en fait peut être utilisé chez soi en fait ou dans un contexte où on peut répéter autant de fois qu'on veut en fait. On peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs, on peut répéter. Alors après, c'est quand même ce qui est intéressant aussi de le dire, c'est que c'est pas ad hoc. Il y a 2 choses qu'on peut distinguer en fait. L'auto-formation, en fait, on est soi-même tout seul dans un environnement immersif pour apprendre de nouvelles choses, mais l'idée c'est aussi, il y a le parallèle aussi, c'est que le formateur en fait est aussi là comme accompagnant, et donc c'est vraiment une équipe qui se constitue en fait avec le formateur qui, dans le cas en fait de chez Safran, en fait la formatrice dans la vidéo que vous avez vue en fait est là constamment à côté de l'intérimaire en fait pour l'assister dans la découverte des différentes actions à réaliser, et effectivement donc la personne en fait apprend son métier avec le formateur, et si une fois qu'il a appris, découvert suffisamment de façon suffisamment détaillée en fait les actions qu'il doit réaliser, il peut de façon autonome dans un deuxième temps approfondir, répéter autant qu'il le souhaite la formation qui lui a été proposée. Merci. Bruno, peut-être, du coup, il y a possibilité de produire une variété de scénarios, je dirais des scénarios de manière à peu près infinie. Donc vous travaillez à la fois sur, comme ça, énormément de scénarios, mais également sur des scénarios qui sont rares, dans des cas rares. Oui, donc une des caractéristiques de la réalité virtuelle, évidemment, c'est d'être en mesure de faire des formations sur des choses routinières. Mais un avantage totalement déterminant de la réalité virtuelle, c'est lorsque l'on cherche à former à des cas rares ou à des situations à risque ou des situations dangereuses. Donc c'est tout à fait l'occasion rêvée de permettre à un apprenant d'aller observer des choses qui ne sont pas observables facilement dans la nature et pour lesquelles on a besoin quand même de les former pour des situations d'urgence. Donc là, vous avez un exemple d'un travail qu'on a réalisé avec Vinci Construction, dans lequel on a ce qu'on appelle une chasse au risque dans le bâtiment, qui consiste à observer un chantier pour déterminer quels sont les endroits où il y a des choses qui peuvent être dangereuses pour l'utilisateur, les autres utilisateurs, voire pour le matériel, le cas échéant. Mais l'essentiel ici, c'est les utilisateurs. Et donc on a une situation dans laquelle on a un bâtiment réel qui se trouve sur l'image de gauche et une reproduction très fidèle de ce bâtiment dans l'état dans lequel il est au moment de la construction. Et donc l'opérateur, quand il vient se former finalement au risque, retrouve son chantier exactement dans le même état qu'il vient de le quitter quand il a fini son travail sur le chantier. Donc on va faire tourner peut-être la vidéo où on voit qu'il y a un parcours. Donc il y a un parcours qui va se lancer, ça va démarrer. Qui devrait se lancer, non? Alors attendez, je vais essayer de faire une autre manip. Il y a peut-être un peu de latence au départ, mais ça va se lancer. Aucun doute sur la question. Ah, si, c'est parti. C'est bon. Donc donc là, l'utilisateur est équipé d'un casque et va se retrouver dans son chantier avec le bâtiment, effectivement, mais tout l'attirail, je ne connais pas les noms de tous ces équipements, mais tout l'attirail qui se trouve autour. Et là, par exemple, la problématique, c'est 2 collègues qui se retrouvent sous la charge portée par la grue. Donc il vaut mieux signaler que c'est quelque chose qui est dangereux. Et donc il y a aussi des garde-corps qu'il faut signaler lorsqu'il y a des absences, et un certain nombre d'éléments techniques sur le chantier qui peuvent présenter des risques à l'utilisateur, et qu'il est vraiment fondamental de permettre à l'utilisateur d'être vigilant à tout moment vis-à-vis de cet élément. Donc le travail que nous on a réalisé pour Vinci ici consistait, grâce à des travaux tout à fait particuliers issus du BIM, à être capable de générer l'application en un temps record par rapport à la manière dont c'est fait habituellement, pour qu'effectivement le chantier soit dans l'état dans lequel l'utilisateur l'a habituellement. Peut-être préciser BIM. Oui, effectivement, le modèle qui nous sert à extraire les informations, c'est le BIM.
donc le Building Information Modeling, et donc qui permet d'avoir l'accès à toute la base de données de la construction d'un bâtiment avant qu'elle soit construite. Olivier, je crois qu'il meurt d'envie de rajouter quelque chose. Non, c'est juste parce qu'on travaille beaucoup dans le bâtiment aussi. Effectivement, le BIM, c'est la référence qui va s'imposer à tous les acteurs de la construction, d'une maquette 3D au départ, d'un bâtiment, pour sa conception, pour sa construction et pour la vie du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va aller plus loin que simplement faire une maquette pour construire un bâtiment. Le BIM, aujourd'hui, c'est quelque chose c'est une maquette 3D qui va accompagner aussi l'usage du bâtiment et jusqu'à même penser à la fin du bâtiment, puisque le BIM intègre la logique d'éco-responsabilité et de retraitement des déchets, et donc dès la conception, penser à la fin de vie d'un bâtiment à plus quelques années. Donc vous voyez qu'Artefacto est vraiment dans la logique gestion de projet de A à Z. Ouais, c'est en l'occurrence nous, on est utilisateur du BIM et effectivement donc il y a des logiciels spécifiques pour ça et les grands acteurs de la construction aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde se sont emparés et c'est une norme en fait qui est en train de s'imposer à tous et qui a mis beaucoup de place à, je reviens à mes avantages, peut-être je continue avec Valérie. Valérie, je crois qu'il y a un autre avantage qu'on avait évoqué ensemble, c'était de pouvoir inventer, imaginer des scénarios, mais également de pouvoir rendre disponibles des moyens, que ce soit des moyens physiques ou humains, qui ne sont pas forcément disponibles dans la vraie vie. Oui, c'est des exemples qu'on a un petit peu vus cachés dans les vidéos précédentes, mais on peut avoir par exemple, centrales nucléaires, outils très spécifiques qui existent, 1 ou 2 spécimens en France, etc. Et donc c'est intéressant de le simuler en réalité virtuelle pour pouvoir les utiliser, et encore une fois, les utiliser jusqu'au bout, même avec du danger virtuel, pour que l'apprenant puisse savoir qu'est-ce que je dois faire en cas d'extrême urgence, en toute sécurité, plutôt que de lire qu'est-ce qui se passe. Voilà, on peut lire un document en disant s'il y a vraiment un gros problème, il faut faire ça. On sait très bien qu'au niveau pédagogique, il vaut mieux le faire pour que ce soit vraiment intégré au niveau des compétences. Et l'intérêt de la réalité virtuelle ici est vraiment très très important. Et je crois que la vidéo... Olivier va nous la commenter. Olivier est prêt, je laisse. Juste avant de lancer la vidéo, je vais rebondir sur ce que vient de dire Valérie. Faire quelques secondes sur le fait qu'en fait nous sommes un peu les héritiers des simulateurs de vol aéronautiques, puisqu'un simulateur de vol c'est un dispositif physique que vous pouvez imaginer, c'est la reproduction exacte d'une cabine des cockpits de l'avion concerné, et c'est généralement un endroit où il se passe plein de choses pas très cool dans le simulateur, et qu'à un moment où on peut se retrouver dans une situation où on a 2 moteurs en feu, un malaise passager plus dans le meilleur des cas, tout plus ça. un choc aviaire au décollage, CF le film Sully, et plus toutes les catastrophes possibles et imaginables. Bien entendu, c'est extrêmement important d'être formé en prévision de ce type d'événement, d'être capable de mesurer la réaction des élèves pilotes et des pilotes en poste, puisque un pilote est évalué toute sa vie. Et de la même façon, un dispositif de réalité virtuelle permet de former des néo-apprenants, en tout cas des personnes qui ne connaissent pas le sujet, mais aussi de former et reformer et revalider des compétences au fil de la vie professionnelle, puisqu'on va pouvoir simuler tout type d'environnement et faire varier les interactions à l'intérieur de cet environnement. On y reviendra tout à l'heure dans le rôle formateur apprenant. Là, ce que vous allez voir, c'est une virtualisation que nous avons développée pour l'IFRIA, qui est un centre de formation apprenti agroalimentaire, en l'occurrence celui de Nouvelle-Aquitaine. Sachant que comme je vous le disais, l'agroalimentaire a été très friand de ce type de sujet. Et il s'agit ici de conduite de ligne et maintenance niveau 1 sur un dispositif industriel de formatage de contenants. Mais là, ce que vous allez voir, donc, c'est ce que voit l'apprenant, c'est ce qu'il est en train de faire. Ici, le tableau de contrôle. Et donc là, vous êtes dans les yeux de l'apprenant, si je puis dire, dans le casque, qui reçoit donc l'apprenant les consignes et qui va mener à bien se déplacer. On aurait peut-être pu parler un peu de déplacement d'ailleurs. Le déplacement dans réalité virtuelle, c'est rester physiquement là où on se trouve dans le monde réel et se projeter dans le monde virtuel où on le souhaite. Les interactions homme-machine que vous pouvez constater ici dans la vidéo, et également des interactions main-outil-machine. Main, outil, réglage. Donc, qui dit outil, dit choix du bon outil, dit même antérieurement à ça, choix des bons EPI. Et ici, vous voyez également qu'un dispositif de réalité virtuelle peut être animé
En l'occurrence, cette machine, dans le monde virtuel, est animée à son vrai rythme et selon ses vraies capacités de transport des objets fabriqués. Et lorsqu'il est important, dans certains cas de lignes de production, d'extraire des échantillons, je vais l'enlever un instant. D'extraire des échantillons, par exemple, il peut être important que ces échantillons soient sélectionnés par l'apprenant à la vitesse réelle de défilement. Donc, tout ce qui se passe dans le monde virtuel est soumis aussi aux conditions physiques. On en a parlé tout à l'heure. Quand je tiens un objet virtuel et que je lâche, il tombe, si j'ai décidé qu'il devait tomber. De la même façon, je me déplace en échelle 1, donc l'environnement autour de moi est à l'échelle réelle de ma personne. Je t'en prie, Bruno. Merci. Je propose qu'on continue pour passer à la réalité augmentée et puis essayer de cerner bien les différences entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Juste pour ceux qui sont dans la salle, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à commencer à les préparer. Faites-nous signe. Mes collègues vont venir chercher les questions et les apporter à Tiffaine. Juste encore un petit sondage. Réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est clair pour qui ? Tout petit peu moins. Ah non. Ah ouais, pas mal. Bon, on va essayer de préciser un petit peu les choses ensemble. Donc, peut-être Olivier, est-ce que tu veux bien nous parler de réalité augmentée, essayer de le définir ? On va être plusieurs à intervenir, je pense, mais par opposition à la réalité virtuelle, donc réalité virtuelle, si on considère le casque ou Immersia, qui est de se couper du monde réel et d'être projeté dans un monde virtuel, la réalité augmentée va, je ne vais pas dire à contrario, mais va être là pour apporter dans le monde réel quelque chose qui ne s'y trouve pas. Donc on ne perd pas de vue le monde réel, bien au contraire, on vient l'enrichir avec un contenu synthétique. Donc quand on dit synthétique, ça veut dire 3D, conçu, et on va enrichir le réel d'un objet 3D. Cette interaction doit se faire via un device, via un téléphone ou une tablette, généralement, ou via un casque de réalité augmentée. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est, je crois que la vidéo est prête, ouais. C'est un système qui est déployé, qui existe. Alors, prêtez attention, est-ce que tu peux juste l'interrompre un court instant ? Peut-être la relancer. Je suis désolée. D'accord. On peut relancer après si. D'accord, c'est juste pour prêter attention à ce que vous voyez que dans la tablette n'est pas dans le monde réel derrière la tablette. C'est-à-dire que là, on a fait apparaître une table, du mobilier qui ne sont pas dans le monde réel. Vous voyez, en fait, vous déclenchez l'appareil photo de votre tablette et vous y voyez, ceci est un montage bien évidemment, ce que l'utilisateur voit dans sa tablette. Donc, c'est vraiment faire apparaître quelque chose en plus, enrichir le monde réel. Bruno va compléter la définition, en tout cas compléter ses précisions par la prise de décision, je crois. Aujourd'hui, dans le monde pédagogique, on a déjà des exemples déployés de réalité augmentée appliquée à la formation, notamment pour toutes les formations dans lesquelles les apprenants sont eux-mêmes créateurs de 3D. Je m'explique, des formations mécaniques, des formations bâtiments, formations génie, où l'apprenant va être d'abord concepteur d'un modèle 3D lui-même sur des logiciels de modélisation 3D. Il va, grâce à la réalité augmentée, pouvoir projeter sa création à taille réelle dans le monde existant pour pouvoir déjà en valider la conformité et éventuellement la superposer à un prototype et éventuellement mieux comprendre aussi la structure d'un objet 3D. Alors, est-ce que je vous repasse la vidéo ou est-ce qu'on va voir les premiers casques de réalité augmentée ? Levez la main pour ceux qui veulent revoir la vidéo. Non, on peut continuer. Moi, je vote pour les premiers casques. Je sais, Bruno, que tu es très attaché aux premiers casques. Pour préciser ce qu'a dit Olivier, il faut bien comprendre la valeur ajoutée de la réalité augmentée dans la majorité des applications qui existent dans la nature. C'est pour augmenter la performance de l'utilisateur dans sa prise de décision. Donc il y a des informations nouvelles, synthétiques, comme l'a rappelé Olivier, qui sont rajoutées à la réalité pour permettre effectivement d'avoir des informations contextuelles, des éléments qui sont des projets, etc., qui viennent s'intégrer pour prendre des décisions. Oui, sur les aides contextuelles, je crois que Romain aussi voulait projet opérateur augmenté, effectivement. Voilà, ouais. On peut effectivement augmenter en fait l'environnement aussi. On peut aussi le perturber. C'est aussi une autre façon en fait, de plonger l'opérateur dans son contexte opérationnel et de venir perturber l'environnement avec du son, avec des différentes choses qui peuvent se passer autour, de façon à confronter en fait, à des conditions qui sont un peu déviantes par rapport à ce qu'elles sont de façon classique pour pouvoir vraiment ancrer
la formation. En fait, Et- c'est un des points aussi que... Et les aides contextuelles, est-ce que tu peux nous dire, voilà, concrètement, c'est quoi une aide contextuelle? On a vu enfin, différentes choses dans les vidéos. En fait. Donc, les différentes informations qui sont présentées en réalité virtuelle, on peut les voir aussi apparaître, pas physiquement, mais en tout cas de façon synthétique dans le contexte réel. Et donc, elles viennent préciser les différentes actions qui sont à réaliser de la même façon, mais directement physiquement dans le contexte de l'apprentissage. Quoi. On lance la vidéo sur les origines? Juste préciser, elle est très courte, donc on va la lancer dans 5 secondes. L'idée, c'est que je pense qu'il est toujours très intéressant quand on parle de quelque chose qui devient à la mode, de se poser la question de savoir d'où ça vient et quelle est l'histoire qui est cachée derrière. Et donc, j'ai essayé de vous remettre ici, en termes de vidéo, la première expérience réelle de réalité augmentée qui a lieu au monde. Et quelque chose que vous ne savez sûrement pas, c'est que c'est quelque chose qui est très vieux. Et ça, quand on regarde les médias, on a l'impression que la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, ça date d'il y a 5 ans. C'est pas tout à fait vrai. Donc là, vous avez une vidéo qui va être lancée par Sylvie, qui est de Ivan Sutherland en 1968. Il a réalisé le premier casque de réalité virtuelle, réalité augmentée, pardon, à l'université d'Utah. C'est un casque, le nom s'appelait Damoclès, il y a tellement de matériel au-dessus. Et là, vous avez le cube virtuel qui est placé sur l'image réelle du laboratoire vue par Ivan Sutherland. Alors, vous allez me dire, et vous avez raison, un cube, c'est juste pas impressionnant. Qui plus est, un cube en fil de fer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1968, je pense que tout le monde n'était pas né là, en 1968, dans la salle. Moi, oui. Je ne faisais pas de la réalité augmentée à l'époque, je vous rassure, je ne suis pas si vieux que ça. Mais néanmoins, la puissance de calcul et la puissance au niveau des dispositifs dont disposait Ivan Sutherland pour faire ça est totalement ridicule pour aujourd'hui. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous ont des montres connectées. C'est des choses qui sont assez standards aujourd'hui. C'est incommensurablement plus puissant que l'ordinateur le plus puissant dont Ivan Sutherland avait dans son laboratoire. C'est quelque chose que vous pouvez peut-être avoir du mal à imaginer, mais je vous le garantis, c'était vraiment des choses très, 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 très rudimentaires. Ah, ça, c'était pour la parenthèse, les origines. Et faire ça, c'est juste une performance. Pour information, pour les curieux, j'espère qu'il y en a, allez chercher sur Internet. Il va falloir que je l'arrête. Ivan Sutherland, il n'a pas fait que ça. Il a fait quelques merveilles à côté. Romain, est-ce que par rapport à la réalité augmentée, on a aussi parlé de l'utilisation de la réalité augmentée sur le poste de travail en formation? Est-ce que tu veux nous redonner un exemple peut-être? Finalement, j'ai commencé à expliquer un peu les choses. En fait, effectivement, sur le poste de travail, le parallèle qu'on peut faire, c'est la petite vidéo qu'on a vue tout à l'heure, en fait, qui se déroulait chez Safran. Donc, finalement, une fois qu'on a passé l'expérience d'apprentissage en immersif, en réalité virtuelle complètement, en fait, on peut venir directement sur le poste physique avec de la réalité augmentée pour retrouver effectivement les différentes actions qui sont à réaliser, et puis aussi avoir des éléments contextuels complémentaires en fait qui vont agrémenter, enrichir l'expérience ou la perturber comme je disais tout à l'heure. En fait, ouais. En pratique, ça peut être viser la machine concernée avec une tablette et encore une fois appareil photo, caméra ouverte, et à travers cette caméra voir apparaître sur la machine concernée, aux endroits concernés de la machine, les actions à mener, comme une guideline, comme une guidance finalement pédagogique, qui va être aussi rassurante pour l'opérateur et qui peut servir, plutôt que de consulter, comme disait Valérie tout à l'heure, une documentation, mais d'aller chercher l'information non plus dans une documentation écrite, mais directement par un affichage en réalité augmentée sur la machine concernée. Alors, je crois qu'on a fait le tour de la réalité virtuelle. Enfin, on n'a jamais vraiment fait le tour, mais on a déjà bien posé les bases. Olivier, il me semble qu'il y a d'autres dispositifs d'immersion. Bon, l'idée, c'est pas de les évoquer tous ici, mais je crois que tu voulais nous parler de un en particulier. On voulait parler des vidéos 360, c'est un point important. Les vidéos 360, c'est un dispositif qui s'est énormément démocratisé. Certaines d'entre vous ont sans doute vu des vidéos 360. Quel est l'enjeu principal, en tout cas sur lequel nous sommes sollicités par nos clients, c'est d'aller dans un environnement de travail réel, filmer à 360 degrés et restituer ces vidéos 360 degrés, soit en casque, soit sur tablette, sur PC et maintenant sur le web. Donc, comme disait Bruno tout à l'heure,
bien que ces vidéos 360 puissent être positionnées dans un casque de réalité virtuelle, et vous aurez effectivement l'impression d'être au cœur d'un atelier de travail, ce n'est pas stricto sensu de la réalité virtuelle. Les vidéos 360 ne permettent pas de s'y déplacer, enfin en tout c'est un autre débat, mais en tout cas ne permettent pas d'interagir avec l'environnement comme un environnement de réalité virtuelle. Aujourd'hui, elles sont extrêmement utilisées pour la découverte des métiers, pour la valorisation des métiers, pour faire visiter des endroits qui sont difficiles d'accès, pour l'orientation des jeunes, pour donner envie, pour faire découvrir aussi la vérité de certains métiers qui ont une image dégradée ou qui n'ont pas d'image du tout, et donc sensibiliser, en tout cas c'est de cette façon que nous l'utilisons énormément, sensibiliser des publics jeunes ou éloignés du sujet concerné et leur montrer la vérité d'un lieu à 360 degrés. 360 degrés signifie qu'il n'y a rien derrière la caméra a filmé l'intégralité, donc on est libre de regarder partout, donc tout, on voit tout. Et on ne se dit pas qu'est-ce qu'il y a derrière la caméra, puisque par essence, bien évidemment, on a une vision 360 de l'environnement filmé. Intégration des salariés également, sensibilisation QHSE, ça ce sont des sujets que la vidéo 360 peut très facilement accompagner. Et après, dès qu'on va parler formation, là on va à nouveau parler des sujets de réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc c'était le petit point immersif sur les vidéos 360 qui accompagne très bien un dispositif pédago global qui vient parfaitement compléter un dispositif de réalité virtuelle. Oui, c'est ce qu'on verra après, effectivement, c'est comment dans le parcours de formation on peut faire appel à telle ou telle des technologies en fonction des attendus, bien sûr. Je vous propose qu'on prenne un petit temps de questions-réponses. Je vais me tourner vers Tiffaine. Je pense qu'elle a dû collecter quelques questions. Ah oui, effectivement. Alors, on a des questions dans le chat, des questions dans la salle. Alors, on a des participants au chat qui sont des experts aussi, donc, et des participants qui sont plus dans l'interrogation. Alors, parmi les experts, si je peux relayer un petit peu, il y a des travaux sur la réalité virtuelle et les outils d'évaluation, notamment des compétences transverses. Oui. Pour faire le parallèle avec la notion de geste technique, non, la réalité virtuelle ne sert pas qu'à apprendre des gestes techniques. On n'était pas exclusif. Voilà, parce que c'est vrai que c'était aussi des questionnements. Et on a aussi Jérôme qui a travaillé sur la réalisation du premier simulateur de pilotage d'une scierie. Donc on a des vrais experts dans le chat. Alors, par rapport aux questions, on a des participants qui extrapolent un petit peu, donc notamment sur la notion de réalité virtuelle et le lien avec d'autres outils. C'est-à-dire que, par exemple, on a Nicolini qui nous interroge sur le lien entre réalité virtuelle et serious game. En fait, c'est faire vivre une expérience à un utilisateur, mais avec un contenu très sérieux. La réalité virtuelle ne serait-elle pas un prolongement naturel du serious game? Donc voilà déjà une première question. J'enchaîne peut-être sur d'autres questions. Oui, peut-être poser 2 ou 3 questions. Je ne sais pas si on pourra en prendre beaucoup plus. Voilà, et dans le même ordre, la réalité virtuelle peut-elle être considérée comme de l'AFEST, de la formation en situation de travail. Donc là, le parallèle entre Serious Game et AFEST. Et sinon, le lien entre réalité virtuelle et réalité. Pour le coup, la notion de sensation revient, notamment par rapport aux outils. Et on a Benoît qui s'interroge sur le fait que la sensation de l'apprenant, quelle est-elle réellement par rapport à la notion de dextérité? Et donc, il s'interroge aussi sur la tenue du couteau, le poids, la forme. Et le retour haptique, donc. Voilà. Alors, effectivement, sur le retour haptique, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à Bruno. Je commence par la dernière question. Et effectivement, le côté dextérité, c'est un vrai sujet. Je vais vous demander d'avoir des réponses assez courtes. C'est un truc très, très, très difficile et j'en parle en conclusion à la fin sur la partie perspective. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des gants dans lesquels chaque articulation de la main est motorisée. Ce qui permet de reproduire avec des actionneurs et des capteurs et d'informer en fait le calculateur d'un certain nombre de choses et donc d'avoir du retour d'effort qui va renvoyer des sensations tactiles sur chacun des doigts et donc alors c'est encore assez artisanal comme et c'est ça qu'on appelle le retour haptique. C'est ce qu'on appelle le retour d'effort ou le retour haptique, c'est synonyme puisque haptos ça vient du grec, haptique ça vient du grec haptos et donc on est capable de faire ce genre de choses. Aujourd'hui c'est pas totalement utilisé
au sens d'un déploiement industriel massif. C'est encore des outils de laboratoire, mais ça existe. J'aimerais revenir sur la partie Serious Game. Serious Game. C'est presque un synonyme, dans une certaine mesure, de la réalité virtuelle, puisque nous, on fait des formations en réalité virtuelle, on travaille sur le sujet. Ce qui est produit, c'est des serious games, entre guillemets. Valérie. Et donc, les outils qu'on utilise, ce sont des moteurs de jeu. Donc, le moteur de jeu sert à faire du serious game. C'est bien de le souligner, mais aussi c'est le moteur de jeu vidéo au virtuelle. départ. Ouais, moteur de jeu. Valérie, sur les Non, Serious ça, Games. ça me va comme réponse. Je crois que par contre c'était formulé à l'envers dans le chat. La réalité virtuelle c'est d'abord, et puis un des exemples c'est Serious Game, mais pas que. Ok. Pas que en fait. Serious Game était plus déployé récemment, enfin dans les années passées, plus facilement déployé. Mais par rapport au retour haptique que soulignait Bruno, effectivement l'absence de retour haptique, certes peut-être parfois un manque, mais il faut l'anticiper dès le début de projet, et surtout n'est pas encore très déployable et massifiable dans une formation à grande échelle, au grand nombre d'apprenants. Sur la FEST, donc c'est action de formation en situation de travail, si mon acronyme est juste, oui effectivement c'est comparable. La question était, est-ce que c'était comparable, c'est ça, ou... Est-ce que ça peut être considéré comme de la feste? De facto, oui. Oui, ça peut être considéré comme de la feste à partir du moment où toutes les situations du poste de travail ont été anticipées et qu'effectivement on va multiplier les scénarios de ce poste de travail en réalité virtuelle. Ça peut aussi servir à évaluer des compétences a priori. C'est-à-dire des compétences selon le niveau de formation attendu, mais ça peut être des compétences très simples comme repérage dans l'espace, lecture d'un plan, gestes simples, suivi de consignes. La réalité virtuelle peut être particulièrement adaptée à cela également pour en tout cas positionner des candidats sur certains postes de travail là où ils seront le plus à l'aise et le plus aussi efficaces et le plus en confiance. Donc la réalité virtuelle a aussi tout son enjeu là-dessus. On est sollicité typiquement sur des projets actuellement très fortement sur ces sujets-là. Romain, tu voulais compléter ? Je voulais juste préciser peut-être quelque chose sur l'haptique, parce que c'est vrai qu'on se projette vraiment dans quelque chose d'ultra réaliste, mais enfin, il y a quand même plusieurs niveaux de retour haptique. Ça peut être une simple vibration, un son. Il y a déjà quand même beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, et dans la définition en fait du scénario qui est juste, en fait, qui est adapté en fait aux besoins de la formation, on peut déjà projeter l'apprentissage dans quelque chose de concret et d'efficace en fait. Voilà. Merci, je vous propose qu'on continue. Merci pour vos questions, que ce soit dans la salle ou sur le chat. Je suppose qu'elles sont nombreuses, donc on prendra un autre temps de questions-réponses, donc n'hésitez pas à en poser. Et puis effectivement, pour ceux qui sont présents, vous aurez le temps aussi de discuter ensuite avec les intervenants. Donc je vous propose de poursuivre. On va se centrer maintenant sur les apprenants et les formateurs. Quelle plus-value, quel frein pour les apprenants, et puis quelle évolution dans le rôle ou dans la place du formateur. Peut-être je vais commencer par toi, Valérie. Si on se place là du point de vue de l'apprenant, qu'est-ce qu'on va leur apporter aux apprenants? Et est-ce que tout peut être mis en réalité virtuelle? Alors la première chose pour l'apprenant, c'est le fait d'être engagé dans l'information, se sentir présent, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment important. Donc il y a ça, il y a le fait d'avoir tout un tas d'aides virtuelles, sonores, etc., qui sont proposées à l'apprenant. Et le plus important, en plus de ça, c'est que ce soit adapté à l'apprenant et à son niveau d'apprentissage. Ça, c'est aussi intéressant parce qu'en réalité virtuelle, on peut monitorer, c'est-à-dire repérer, scanner tout ce que fait exactement l'apprenant, et selon ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, on va mettre des aides différentes, ce qui est plus compliqué en réalité. Donc ça, c'est aussi très très important en réalité virtuelle, c'est ces aides contextuelles qu'on apporte et qu'on déconnecte ou pas, selon les différents cas. Il y a partie évaluation, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Peut-être y revenir sur le LMS. Ouais, sur la partie évaluation, on peut effectivement aussi apporter des choses intéressantes là-dessus. Donc voilà, en gros, les choses qu'on peut apporter. On parlait de serious game et d'aspect motivation aussi. Oui, ça, motivation, engagement, le fait d'avoir quelque chose, alors ludique, mais dans le bon sens du terme, c'est pour motiver l'apprenant. Ça, c'est effectivement quelque chose d'assez essentiel. J'imagine encore plus sur les populations un peu plus jeunes. Donc là, ça arrive, et je pense que c'est important de leur proposer des choses de notre temps. Et c'est aussi un marqueur
je ne vais pas dire modernité, c'est pas le terme, mais de digitalisation. La digitalisation des formations en règle générale, ça redonne aussi une image innovante à certains secteurs qui n'ont pas cette image, et ça contribue aussi à une réflexion globale dans ces secteurs sur la digitalisation de leurs process. Donc on est parfois aussi, quand on arrive sur des logiques de formation VR, les premiers à arriver en digitalisation sur certains types d'industries et à donner des idées sur d'autres sujets que la formation, à aller chercher plus loin l'assistance à digitalisation en fait, et qui est importante, je pense. Romain, pour l'apprenant toujours, on parlait d'individualisation des parcours. Ça permet à ce que l'apprenant soit complètement dans l'autonomie et aille à son rythme. Ouais, du coup, c'est vrai que mettre en place une formation immersive, en fait, c'est vraiment un processus collaboratif en fait, qu'il faut faire avec une équipe complète. Hein. Et dans la mise en œuvre de la formation, on peut la rendre aussi adaptable. Hein. Et donc permettre aux formateurs de façon soit quasiment en temps réel en fait, hein, pendant la formation, d'adapter le niveau de complexité en fait, à l'apprenant lui-même. Donc il y a vraiment une notion d'adaptabilité en fait, qui est intrinsèque à la mise en œuvre d'une formation immersive. Et si on se tourne du côté du formateur, Olivier, du point de vue du formateur, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Là, on va réagir je pense avec Bruno. Je crois que la prochaine vidéo est une vidéo Irisa, hein, Bruno. Oui, je vais peut-être la décrire, à ce moment-là tu reprends la main derrière. Donc quand on me parle du formateur dans la réalité virtuelle, moi j'ai souvent l'habitude de dire que le formateur, il peut et il doit rester au centre de la formation, ce qui ne veut pas dire tout le temps. Mais oui, d'ailleurs, je crois que quand on avait préparé la réunion, l'un d'entre vous avait dit qu'est-ce que ça change pour le formateur ? Bah rien. Donc il reste dans le dispositif. Donc on a parlé à un moment donné aussi d'apprentissage en autonomie qui peut correspondre à une phase de l'apprentissage, mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, on peut se retrouver dans ce genre de situation. Donc tu vas passer la vidéo et je vais juste la commenter après. Olivier va reprendre la main. Donc là, dans cette vidéo, on a un formateur qui se retrouve face à un poste de travail dans lequel il y a un écran dans lequel il y a du 3D, un scénario qui se trouve sur la gauche et un apprenant qui est dans le fond. Et donc il a tout sous la main. Et donc dans ce cas-là, il se retrouve à être capable de voir ce que fait l'apprenant dans sa gestuelle, de voir ce que voit l'apprenant dans son casque et de voir le scénario en cours. Et donc là, ici, on voit à gauche ce que fait l'utilisateur dans l'environnement virtuel, en haut à droite l'apprenant et en bas le scénario qui progresse. Tout ça sont des informations extrêmement importantes pour un formateur lorsqu'il a besoin de suivre une activité peut-être un peu critique dans un système de formation, et donc il l'est dans le dispositif. Donc bien comprendre que, et y compris dans le contexte de la massification avec des tablettes, le formateur reste dans le dispositif et doit être un acteur de ce dispositif. Évidemment, le rôle peut être légèrement transformé par rapport à ce qu'on observe dans la nature dans un atelier, par exemple. Olivier, je crois que... C'est un outil supplémentaire. Voilà, c'est un outil supplémentaire au service du formateur. Ici, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, donc, comme Bruno l'a très bien décrit, le formateur et l'apprenant sont dans le même espace physique, dans le même espace réel, ce qui veut dire qu'il peut y avoir interaction par la voix, déjà, tout simplement. Le formateur peut s'adresser à son apprenant, et l'apprenant en difficulté peut aussi, éventuellement en difficulté, peut aussi demander l'aide du formateur dans cette phase réalité virtuelle. Le formateur peut être aussi est un peu un pilote, je reviens sur mon image pilote décidément, du scénario, puisqu'il peut être à la fois un facilitateur, en ajoutant de l'aide pédagogique lorsque nécessaire, peut être aussi un... comment dire ? Ton terme, c'est glisseur de peau de banane. Bon, je pense que l'image est claire. Un glisseur de peau de banane, effectivement, pour tester les réactions de l'apprenant, si le formateur juge l'apprenant au niveau nécessaire pour réagir à un événement et une dégradation de l'environnement, quelle qu'elle soit. Donc ça renforce aussi, et là c'est du REX, c'est du retour d'expérience de nos clients, ça renforce aussi le couple formé apprenant-formateur, et ça a donné des idées aussi aux formateurs sur les premiers modules qui ont été développés dans certains OF, d'aller plus loin, soit en verticalisant une formation, en allant encore plus loin d'un point de vue, soit en élargissant au contraire les sujets de formation qui sont concernés par la réalité virtuelle, et à des doses différentes. Certaines formations sont plus longues, on a développé des scénarios plus longs dans certains cas, des scénarios beaucoup plus légers dans d'autres cas, mais c'était pour former sur des points précis, critiques, et ça
Et c'est ça qui est intéressant quand on fait du sur-mesure, c'est que on conçoit un module de formation selon strictement le cahier des charges qui a été défini. Et du coup, si on se projette un petit peu par rapport aux compétences attendues du formateur, peut-être Romain, est-ce qu'il y a des évolutions Comment est-ce que évolueraient les compétences par rapport à ces technologies? Vraiment, c'est vraiment, la formation en immersion, c'est vraiment dans le prolongement en fait, du métier de formateur. En fait. Donc c'est des nouveaux outils. Il y a un apprentissage à l'utilisation de l'outil, mais voilà, on vient déployer, définir son scénario, sa formation en fait, au même titre qu'on l'a défini de façon plus classique. Là, on va définir avec une équipe en fait la formation, bien définir le cahier des charges, et puis sur la base de ce cahier des charges, la mettre en œuvre et puis l'exploiter en contexte d'immersion. Et est-ce qu'on va attendre du formateur d'être en mesure de paramétrer des choses ou des éléments Il faut penser à l'interface dès le départ, l'UX/UI, donc l'interface formateur-objet. On ne lui demande pas de programmer, on peut lui demander de paramétrer si tel est le souhait, mais par des interfaces très simples. L'objet là n'est pas de toute façon un module de formation lorsqu'il est déployé, forcément son déploiement est forcément accompagné, donc on forme les formateurs et par la suite on garantit toujours un support téléphonique. Mais aujourd'hui, il n'est pas question d'écrire une ligne de code pour les formateurs, il est bien entendu uniquement question d'être très intuitivement acteur et utilisateur d'un contenu et le système en lui-même globalement de réalité virtuelle en casque qui est immersif est d'une prise en main aujourd'hui très simple, enfin en tout cas je dirais très intuitive. On verra dans les perspectives un exemple qui permet de penser qu'on arrivera à faire ce genre de choses beaucoup plus simplement. Romain ? C'est juste pour ça qu'on parle plutôt d'édition, pas d'édition justement, je veux dire, mais plutôt de paramétrage en fait. On n'est pas vraiment dans l'édition de scénario, on a un contexte, un champ des possibles qu'on vient paramétrer pour l'apprenant. Avec des logiciels simples. Voilà. L'interface très simple. Ok. Bruno, peut-être du côté des inconvénients ou des alertes ou des choses qu'il faut prendre en compte par rapport à l'apprenant notamment ? Oui, donc il faut, dans l'usage des outils de réalité virtuelle, considérer qu'il faut avoir à l'esprit certains risques associés à l'usage de ces équipements. Donc je pense en particulier, et ça c'est aussi des choses que vous n'avez pas forcément tous à l'esprit, le casque de réalité virtuelle en soi n'est pas un outil idéal. Il a quelques travers et quelques petits inconvénients qu'il vaut mieux savoir. Donc en particulier, il vient potentiellement perturber la perception utilisateur de fait de la virtualité et de l'écart qui est entre le virtuel et le réel, et en particulier de son propre corps, par exemple. Et donc il y a des incohérences perceptives réelles qui sont observées par l'usage des casques. Juste, je cite ici un ouvrage qui s'appelle « Les casques de réalité virtuelle », qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Philippe Fuchs et qui est un expert du domaine, et donc il a répertorié tout ce qu'il était possible d'avoir comme type d'incohérence avec un casque. Les gens qui veulent faire des formations ont intérêt d'acheter ce bouquin. J'ai pas d'action sur... Et juste, je crois qu'il y avait une autre chose qu'il fallait souligner, Valérie, c'était l'âge pour pouvoir effectivement tester la réalité virtuelle et utiliser les casques. Oui, il faut que le système au niveau des yeux soit clairement fini, au niveau croissance, et donc c'est autour de 12 ans. C'est pas forcément écrit sur sur les notices, hein, si on les lit en tout cas, mais même si on les lit, c'est pas écrit. Donc il faut faire très attention à ça, de ne pas mettre des casques sur des jeunes avant 12 ans. Ce serait une hérésie pour moi. Et pas de port prolongé de casque, c'est-à-dire qui dépasse 20 minutes, c'est déjà beaucoup. J'ai pas le temps d'expliquer le petit truc. Mais quand on conçoit le scénario, par contre, on conçoit on découpe les scénarios pédagogiques généralement sur des séquences de 15 à 20 minutes. Si quelqu'un veut me poser la question à la fin sur la communication convergence, je veux bien y répondre. Retenez ce terme. Donc je vous propose qu'on continue effectivement. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'effectivement toute formation n'a pas forcément vocation à être proposée en réalité virtuelle. Donc voilà, si on résume un petit peu, Romain, quelles formations est-ce qu'on peut les plus pertinentes de proposer en réalité virtuelle, et puis peut-être nous parler aussi par rapport à des conseils pour intégrer donc ces méthodes dans son offre de formation. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers sur la mise en place de ces méthodes? Je vais juste commencer en fait, après je vais laisser Olivier poursuivre en fait.
Déjà, quelles formations les Quelle plus formation, adéquates? justement, on a bien vu que la réalité virtuelle, en fait, elle permet, elle ouvre un espace immense. On peut imaginer des choses dans n'importe quel secteur d'activité, dans n'importe quel domaine. On peut transposer des espaces, les imaginer, les intégrer, les scénariser, et puis y déployer des formations. Donc voilà, ça ouvre, au contraire, très largement les choses. Et peut-être quelques conseils pour des organismes de formation. Les conseils, c'est vraiment d'essayer de se rapprocher et d'échanger vraiment largement pour pouvoir définir clairement avec les acteurs, les professionnels du secteur, les besoins qui sont ceux de la formation, pour les transposer et les mettre en œuvre de la façon la plus efficace pour le besoin de la formation. Mais je vais peut-être essayer de poursuivre, Olivier. Peut-être Bruno, tu avais l'exemple des compétences simples. J'ai 2 extrêmes à vous donner pour répondre à la question qui sont assez intéressantes. Si vous voulez former quelqu'un à visser un écrou de 12 avec une clé de 12, sauf dans des cas particuliers que j'ai précisé tout à l'heure, je vous engage fortement à acheter un vrai écrou et une vraie clé de 12. Ça sera beaucoup plus efficace. Par contre, si ce boulon et cette clé sont dans l'espace ou à 2000 mètres sous l'eau, ou dans une centrale nucléaire. Ou dans une centrale nucléaire, dans la partie chaude, là, la réalité virtuelle est peut-être votre ami. C'est vraiment très parlant, effectivement. Voilà, deuxième exemple qui va à l'opposé. Enfin, à l'opposé, il n'y a pas d'opposé, mais qui est vraiment dans une direction totalement opposée. C'est lorsqu'on cherche à simuler des relations humaines complexes, en disant on va trouver un partenaire virtuel qui va répondre, etc., dans des éléments qui sont très liés aux sciences humaines, par exemple. Je pense qu'il y a énormément de limites, tout simplement pour la bonne raison, c'est que l'humain est un peu compliqué, et qu'aujourd'hui, on ne sait pas tout à fait simuler toutes ses fonctions cognitives, son intelligence, etc. Et donc, il y a évidemment des limites qu'on ne peut pas atteindre, y compris par la réalité virtuelle. Entièrement d'accord. Sur ça a été théorisé notamment dans la relation humaine, la relation humain. Ça nous emmènerait sur d'autres sujets, mais le champ quand même des possibles est vaste. Le cœur d'activité, vous avez vu qu'on a illustré les cas d'usage par des cas d'industrie, par des cas du bâtiment, par des cas du médical. Il y a d'autres cas dans le monde du service également. Là, on a travaillé avec la Ligue de l'enseignement sur la formation à des services de proximité type aide à domicile, autre type de service, formation à employés d'hôtels ou de magasins pour des publics non francophones néo-arrivants sur le territoire. Donc pour les former à ces trois métiers avec un grand angle FLE, français langue étrangère, qui venait couvrir également ce sujet. Donc qui était un accompagnement à la fois réalité virtuelle et par ailleurs donc FLE. Et donc on n'a pas du tout parlé de ça avant, mais le monde du service peut être aussi également totalement adressé sur des compétences techniques ou non techniques. Effectivement, le bémol, et j'adhère totalement à ça, de la représentation de l'interaction humaine et de la formation dans l'interaction humaine, pour l'instant, n'est pas encore suffisamment mûr pour qu'on affirme ce type de sujet en vert. Si on revient sur le formateur, il me semble que c'était important aussi de pouvoir associer les formateurs dès le démarrage du projet. Fondamental. Oui. Juste peut-être parce qu'on peut quand même avoir une relation humaine dans l'environnement synthétique, et le formateur peut lui aussi se projeter dans l'espace de formation, et donc on peut avoir quelque chose, une vraie relation aussi. Il y a la relation avec l'humain synthétique, entre guillemets, et l'humain réel peut aussi se projeter dans l'espace de formation. Dans l'expression des émotions. La relation, ouais. Le formateur et l'apprenant dans le monde virtuel. On parlera peut-être de ça tout à l'heure, en fait, c'est dans les perspectives, mais effectivement, on peut être à plusieurs, en fait, on n'est pas seul, voilà. Ouais. Je crois que vous vouliez aussi insister sur le fait que la réalité virtuelle, ça peut être une brique dans un parcours de formation. C'est évident, Bruno, je pense que vous avez... Oui, fondamentalement, la réalité virtuelle est une étape. Comme j'ai dit, il y a tout ce qui est basique qui peut être fait en vrai. Après, il y a des éléments un peu plus complexes qui restent, qui sont virtualisables et donc pour lesquels on peut imaginer des formations. La formation en virtuel n'empêche pas à un moment donné le passage au réel, ne serait-ce que pour vérifier que le transfert se fait bien. Alors c'est quoi le transfert ? C'est le fait d'être capable de vérifier que ce qui a été acquis
avec les applications de réalité virtuelle est bien aussi acquis dans le domaine réel. Alors ça peut paraître une trivialité pour tout le monde en disant si on le fait en virtuel, il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas le faire. Dans le réel, c'est beaucoup plus subtil qu'il y paraît. Et donc ça nécessite d'effectuer des vérifications pour être sûr que la formation virtuelle sert bien à quelque chose. Ce serait quand même le comble. C'est exactement sur l'exemple de Safran tout à l'heure, sur ce qui se passe. La formation est d'abord faite en virtuel, puis positionnée en poste de travail réel, revalidée en virtuel avant la mise en poste définitive de l'apprenant. Donc des alertes. Effectivement, c'est exactement ce que tu soulignais. Sur la gestion, sur l'implication des formateurs dès le départ, évidemment, ils sont pilotes. C'est l'outil qu'ils vont utiliser. Évidemment, ils sont référents. Et évidemment, sur la base du cahier des charges ou du référentiel pédagogique qu'ils vont nous fournir, nous on va traduire ça dans le langage de réalité virtuelle en spécification fonctionnelle détaillée. SFD, c'est ni plus ni moins que la traduction de toutes les interactions très précisément, de toutes les interactions qui vont être possibles dans le monde virtuel. Et c'est ce travail préparatoire qui est un travail d'équipe. Et ce travail d'équipe n'a pas un début puis un grand vide et une fin. C'est un travail sur toute la conception du module qui va être un travail collaboratif entre la gestion de projet du client et la gestion de projet du fournisseur et du créateur. Restons sur cette question-là justement. Combien de temps pour mettre en place un tel projet? Et puis, autre question qui peut fâcher parfois, quel budget? Je vais peut-être répondre sur ce sujet, sur des projets opérationnels déployés qu'on vous a montré en exemple. Le temps, alors évidemment, je vais dire, vous allez m'entendre dire plusieurs fois, ça dépend. Temps constaté de 3 mois pour un module simple à 8-9 mois. Je vous ai parlé tout à l'heure des 3 composantes de la conception d'un module, c'est-à-dire la phase observation-rédaction, la phase conception 3D et la phase ingénierie. Plus on aura d'informations d'entrée en 3D, plus on travaillera vite, moins ça coûtera cher. À partir du moment où on construit sur mesure, on travaille en temps homme, donc plus le temps est raccourci, moins ça coûte cher. Donc si on part d'une simple observation du réel et qu'on va tout créé en 3D à partir de photos, de vidéos, de prise de vue, prise de cote, ça va prendre plus de temps et être plus compliqué que si on récupère un modèle, des plans, ne serait-ce que des plans 2D, des plans 3D, une machine, il y a des plans, un environnement physique, il y a des plans qui peuvent exister. Et aussi l'autre variable, c'est lorsqu'on représente un univers professionnel, quel est le niveau de personnalisation qu'on veut atteindre? Est-ce qu'on représente, alors je reste sur un usage industriel, mais vous entendez bien que l'industrie n'est pas le seul sujet concerné. Est-ce que je dois représenter une usine ou 7 usines, spécifiquement 7 usines? Plus je vais dans la personnalisation, plus j'y passe de temps. Et ensuite, après, évidemment, selon le nombre de scénarios développés et le nombre d'interactions, là encore, c'est du jour homme. Mais on va aussi, nous, les années passant, on récupère du savoir-faire, donc on va de plus en plus vite et on se spécialise aussi un petit peu sur certains des métiers de nos clients. L'idée de pouvoir aussi mutualiser en fait les produits qui sont déjà ça, mutualiser, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses dans leur coin et je trouve dommage qu'il n'y ait pas une mutualisation plus forte à la fois des data 3D et des interactions. Et combien ça coûte? Peut-être tu veux interagir, oui. Je parle. Juste un élément complémentaire par rapport à ce que vient de dire Olivier, et c'est exactement le moment de le dire. Dans le petit travail que j'ai montré tout à l'heure, où on a bossé avec Vinci sur le chantier dans l'état où il est, la réalisation de l'application, c'est 3 jours. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un cas particulier par rapport aux applications du domaine général agroalimentaire ou industrie, tout simplement parce qu'on a le modèle numérique d'entrée de jeu. Voilà. Et donc la question, c'est juste la scénarisation qui elle est faite extrêmement rapidement et qui permet d'obtenir une application pratiquement en un claquement de doigts. Et ça, c'est un résultat de recherche. C'est-à-dire que c'est des travaux qu'on mène, avec Vinci en l'occurrence, pour justement permettre d'avoir la situation du jour, donc à 3 jours près, du chantier dans lequel travaille l'individu. Merci. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont en train d'arriver auprès de ma collègue Tiffaine, donc il faut qu'on garde du temps aussi pour pouvoir répondre à vos questions. Donc je vous propose d'avancer sur cette dernière partie. Je n'ai pas répondu sur le budget, je ne sais pas si tu veux qu'on... Ah bah, une question qui va avec... je pense que ça peut intéresser, effectivement. Donc budget constaté, alors c'est une fourchette très très vaste que je vais vous donner, mais qui permet qui est extrêmement réaliste, sur un module simple de type découverte des métiers, vraiment réalité virtuelle, avec un premier niveau, avec de la formation, avec de l'interaction, on se situe aux alentours de 30 000 euros.
et ça peut monter ensuite beaucoup plus haut, mais les formations, les modules de formation que je vous ai montrés, de pilotage de ligne, maintenance niveau 1, apprentissage maintenance, avec 4 scénarios différents, 5 scénarios différents même, on était aux alentours de 80 000, en toute transparence. Ça donne une fourchette, Pour ça vous donne dire une que idée. c'est pas 5 000, c'est pas 300 000, on est dans une fourchette entre 30 et 80. Et même chose pour l'expérimentation, pour pour les services, les 3 modules qu'on présente ensuite en atelier suite à la présentation sur service à la personne, commerce et hôtellerie. On est sur un budget global de 80K également. Je parle hors taxe. Je vous propose de continuer du coup, de se projeter encore un petit peu et donc de passer à notre dernière partie, dernière question autour de l'avenir en fait, de l'avenir de la formation et de l'avenir de ces technologies. Quelle recherche L'IRISA est un centre de recherche. Quelle recherche en cours et quel futur donc, de la formation? Bruno, vous vouliez nous parler du retour d'efforts tous les deux. On en a déjà un petit peu parlé, Oui. mais je te laisse... Oui, on a un tout petit peu parlé, donc on va voir l'image. Donc c'est évidemment des travaux qu'on mène au niveau du laboratoire. On a un grand historique de recherche sur le retour d'effort. On va encore être dans Immersia, que maintenant vous connaissez bien. Et donc je vais vous présenter un petit appareil supplémentaire que vous n'aviez pas vu dans les autres vidéos, qui est un bras à retour d'effort qui est asservi à la position de l'utilisateur. C'est-à-dire que globalement, ce bras va permettre à l'utilisateur de percevoir les efforts lors de la manipulation du robot virtuel. Donc il perçoit globalement ce que perçoit le robot. C'est assez étonnant comme dispositif. Et donc le bras là ici, le bras tenu par notre collègue Maud, a des capteurs et des moteurs pour pousser. Et donc on sent le poids, on sent les contacts, on sent les interactions. Et là c'est vraiment une existence, entre guillemets, physique de l'environnement avec lequel on travaille. Donc là en plus il y a 2 bras, donc 2 dispositifs qui permettent d'avoir une interaction à 2 personnes dans le même environnement ou une interaction bimanuelle. Donc là, on est sur du dispositif un peu plus lourd, mais comme j'ai indiqué tout à l'heure, il y a aussi des choses sur les doigts, sur le tactile, pour percevoir les états de surface sur le bout de la pulpe des doigts, du bout des doigts, donc des tout petits trucs microscopiques à base de piezo. Il y a des petits moteurs pour les doigts, etc. Donc il y a énormément de dispositifs différents qui sont aujourd'hui encore des outils laboratoires, mais qui offrent des perspectives pour des choses intéressantes. C'est encore un peu cher, objectivement. Alors, il y a justement une perspective aussi, pour ceux qui ont déjà entendu parler, qui permet de faire du retour d'effort sans dispositif à retour d'effort. Ça, c'est presque de la magie. C'est ce qu'on appelle du pseudo-haptique. Alors ça, je pense qu'on en parlera après. Juste Valérie, on peut continuer. Je voulais parler du pseudo-haptique, mais je vois qu'on en parlera après. Valérie, est-ce qu'on peut continuer avec, donc, dans les Oui. travaux de recherche que vous menez? En fait, je crois qu'il y a autour de la collaboration dans le monde virtuel. Oui, alors c'est tout un domaine de recherche qu'on étudie à l'IRISA depuis 15 ans au moins, voire plus. Le fait d'avoir plusieurs personnes dans un environnement virtuel peut paraître simple, mais ne l'est pas du tout pour des problèmes de synchronisation, des problèmes de mécanisme de scénarisation, comment est-ce que je scripte ce que va faire l'autre, et puis la manière aussi de représenter l'autre et de comprendre ce que va faire l'autre. Ça, c'est aussi un spectre de recherche très très intéressant. C'est pas si simple de mettre un humain virtuel en face de soi et de vraiment comprendre ce qu'il va faire. Dans certains cas, c'est pas forcément malin de mettre une représentation réelle d'un humain virtuel. Donc il faut faire un peu appel à son imaginaire et faire juste quelque chose qui est suffisant pour ça. On a aussi, alors oui, peut-être tourner la vidéo. Oui, on peut lancer la vidéo. C'est un petit exemple encore pour la préparation d'une table d'opération. Donc là, on est au CHU de Rennes, au service de neurochir, où c'est essentiellement des femmes, donc je vais le dire au féminin. Donc les infirmières de bloc opératoire préparent la table à plusieurs, et donc il y a une interaction entre les 2 infirmières. Donc ça, c'est la partie scénarisation que vous avez à droite. Et là, c'est du montage de scalpel que vous verrez en démo tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Et puis, dans cette interaction, on interagit avec ici un humain virtuel qui peut être soit autonome, et donc il va piocher dans le scénario ce qu'il a à faire. Il n'est pas complètement modélisé là-dessus. Il va piocher dans le scénario tout à fait tranquillement. Ce humain virtuel peut aussi être piloté par un humain réel, et donc à ce moment-là, ça devient son avatar. Donc tous ces travaux-là sont en cours de développement au niveau recherche et vont passer, comme tous nos travaux en industrie, avec un petit décalage de quelques années. Mais c'est le jeu.
Ok, troisième point qu'on voulait évoquer effectivement dans le futur de la formation. Alors attention, c'est le BCI, Alors, Brain Computer Interface. je voulais juste rajouter un petit truc. Je sais que pour une autre piste de recherche, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est impliquer le formateur dans la formation. Et on a des moyens, je ne sais pas pour passer la vidéo, c'est juste en 2 mots, dire que le formateur peut, en réalité virtuelle, faire le scénario de manière, on lui dit, fais le scénario. Évidemment, il faut tout que soit prévu au niveau des interactions et des objets. Mais le scénario va se construire automatiquement par rapport à ce que va faire le formateur. Ça permet vraiment de l'impliquer directement dans le processus. Et de diversifier les scénarios. Et de diversifier les scénarios aussi, mais on pourra en parler aussi. Ça c'est nouveau, c'est voilà. partir de l'action dans le monde virtuel pour créer en fait un scénario à rebours en fait Tout à fait. de la façon de travailler que j'ai présenté tout à l'heure. Les deux sont les deux existent. Complètement. Et maintenant le BCI, je laisse mon collègue. Alors là, on est presque dans la science-fiction. L'idée de ces travaux, c'est BCI, Brain Computer Interface, ou ICO, interface cerveau-ordinateur. L'idée, c'est que l'utilisateur interagit avec la machine uniquement par le biais d'un flux cérébraux, c'est-à-dire il y a un dispositif qui va capter les ondes EEG et qui va envoyer ces informations à l'ordinateur qui va les traiter. Et là, en l'occurrence, on lit. Alors, ce type d'application est en particulier utilisé pour des gens qui sont totalement paralysés, par exemple. C'est la seule manière de communiquer avec eux. L'autre, un usage qui est plus en phase avec ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est un usage de réalité augmentée, où on va permettre à l'utilisateur, et là tu vas lancer la démonstration, d'interagir avec son propre cerveau qui lui est présenté en réalité augmentée. Donc il va se voir, parce qu'il est filmé par une caméra, reproduit sur l'écran, avec en surimpression virtuellement son propre cerveau. Et c'est pas tellement son propre cerveau en soi qui est intéressant, c'est que c'est l'activité cérébrale de son cerveau qui est affichée sur l'écran. Et donc ça lui permet éventuellement de faire un apprentissage sur le contrôle de son propre cerveau pour des situations expérimentales tout à fait particulières. Alors vous allez me dire, dans un contexte de formation, à quoi ça peut-il bien servir, ce genre de choses? Juste un exemple, ce système évidemment c'est pas de la transmission de pensée. L'ordinateur ne capte pas votre pensée, il capte l'activité. Et l'activité en particulier peut être liée à la charge cognitive. Et donc on peut très bien imaginer, parce que c'est effectivement des choses qui se sont faites grâce au système de type ICO, de mesurer pendant que quelqu'un fait de l'apprentissage la charge cognitive qu'il perçoit et qu'il actionne dans une certaine mesure, ne serait-ce qu'à un moment donné pour dire stop, la charge devient trop importante, on baisse de niveau. Merci. Je vous propose qu'on prenne maintenant quelques questions. Tiffaine, je me tourne vers toi, parce il est presque 15h27, donc j'espère que vous allez nous pardonner si on déborde un tout petit peu, y compris les personnes qui sont à distance et qui continuent à nous suivre. Alors c'est vrai qu'on avait beaucoup de questions, auxquelles ont répondu en fait au fil de leur intervention les intervenants, notamment sur les devis et les délais. Donc ça, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de Ouais, chaque cas est particulier. Chaque cas, effectivement. Oui, après. La phase étude avant de commencer la conception, la phase étude préalable, la phase de découverte, la phase étude est très très importante. Donc chaque cas est différent. Et c'est vrai que ça intéressait beaucoup les participants. On a beaucoup de questions que j'ai regroupées sous un vocable un peu spécifique, des publics spécifiques, justement. Donc, vous y avez répondu tout à l'heure à propos, tout à fait, à propos de la partie FLE. Et on a aussi des questions sur le handicap, sur la prise en compte du handicap. Alors, sous 2 angles, c'est-à-dire quel est l'apport pour ces publics spécifiques, mais aussi quels sont les freins pour ces publics spécifiques. Je peux juste vous donner un petit exemple rapidement, parce que j'ai compris qu'on n'avait pas trop de temps. On travaille actuellement sur un projet. L'idée, c'est de pouvoir... alors, c'est des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont bloquées chez elles parce qu'elles n'ont pas le droit de conduire un fauteuil roulant électrique, parce qu'elles sont un danger public pour elles-mêmes et pour les autres. Et donc, l'idée, c'est déjà que le fauteuil soit équipé de capteurs pour mieux naviguer dans la ville ou dehors, ou même chez soi. Et aussi, du coup, d'apprendre à utiliser ce fauteuil en réalité virtuelle pour pouvoir enfin sortir de chez soi. Je trouve que c'est un bel exemple inclusif de la réalité virtuelle pour la situation de handicap. Mais c'est qu'un exemple. D'accord. Et par rapport aux freins qu'il pourrait avoir, par rapport notamment au handicap et Juste une chose, en fait, par rapport... ici, on parle beaucoup de formation.
mais on peut faire un parallèle assez naturellement avec la rééducation. Et donc les outils qu'on a précisés, qu'on a présentés ici, en fait, sont tout à fait adaptés à la rééducation, que ce soit sur des dimensions plus motrices ou cognitives, en fait. Donc on peut déployer, imaginer des scénarios, les déployer, permettre aux personnes en situation de handicap de s'immerger, et de répéter, etc. En fait, beaucoup de choses. Alors, je me sens juste obligée de citer un deuxième exemple. Je vois que Sylvie me fusille du regard. Je ne la regarde pas. Bon, alors c'est le Covid, désolé. Au CHU de Rennes, actuellement, nous avons une application qui tourne pour aider les personnes qui sortent de réanimation. Puisque quand on sort de réanimation et qu'on est resté malheureusement trop longtemps, on n'arrive plus à marcher. Et donc, ce qu'on propose aux patients, en tout cas, c'est ce qu'on évalue, le fait de porter alors là, c'est sous forme de casque, mais à la limite, peu importe, de se voir marcher, en fait, va aider le cerveau à vraiment enclencher le fait de marcher plus vite que si on ne fait pas cette expérience en réalité virtuelle. Et je trouve que c'est malheureusement un bel exemple. Tiffany, une dernière question peut-être ? Une dernière question. Peut-être une question justement très globale. Quels sont les principaux freins à un usage de masse de la réalité virtuelle en formation ? On recommence là. Allez, Romain. Je vais dire pour finir, il n'y a pas vraiment de frein en fait, parce qu'aujourd'hui, alors le form factor, en fait, le facteur d'échelle, on est pour la plupart des dispositifs qui existent aujourd'hui, dans des dispositifs qui sont relativement abordables en termes de prix, en termes d'utilisation. En fait, un casque de la réalité virtuelle, ça vaut autour de 200-300 €. En fait, donc on est sur quelque chose qui est relativement abordable. On n'a plus besoin d'avoir un ordinateur à côté qui soit ultra puissant. Et voilà, donc on commence à avoir vraiment aujourd'hui. Alors ça fait longtemps qu'on fait de la réalité virtuelle, mais on a aujourd'hui vraiment, je pense qu'on est au bon moment. Je vous propose le dernier mot pour chacun. Moi, je pense que le mot court, je te Bruno. passe la parole après, court. Je pense que peut-être le plus grand frein, ça impose une espèce de rupture culturelle. On a l'impression que c'est une rupture culturelle, alors que pour les organismes de formation et pour les formateurs, entre autres, ou les pédagogues, ça n'est que le prolongement et c'est quelque chose qui est très similaire. En tout cas, de l'expérience que j'en ai. Mais il y a un sentiment potentiel de rupture culturelle. Olivier ? Il y a un terrain très favorable aujourd'hui en France sur la digitalisation des formations. Certains d'entre vous ont sans doute entendu parler de Definum, qui est un énorme projet de financement porté par France Relance pour la digitalisation des formations, tout domaine d'activité confondu. Il se trouve qu'on est positionné sur plusieurs de ces sujets et l'un des points clés, c'est justement que ces financements permettent la massification des formations et soient largement déployés. Et justement, donc c'est ce que vient de dire Bruno, ce que vient de dire Romain. Aujourd'hui, les dispositifs le permettent et doivent aller normalement, très logiquement, vers encore une réduction des coûts et une augmentation des performances. C'est ce qu'on voit très très typiquement sur ce type de matériel. Et donc, c'est un cercle vertueux dont nous dépendons, nous, les créateurs de contenu, mais qui nous va très bien, puisqu'effectivement, plus le matériel est dispo et moins il coûte cher, et plus de personnes l'utiliseront. Donc ça nous va très bien. Merci à vous quatre. Je vais maintenant passer la parole à Magali Bibard qui va nous rejoindre et puis Olivier Gaudin pour les inviter à faire cette conclusion. Vous pouvez nous rejoindre sur scène. Je voulais juste, pendant que vous nous rejoignez, donc vraiment remercier infiniment les quatre intervenants pour le temps consacré, pour la préparation et pour vos interventions. Merci vraiment pour votre intervention. Et puis je vous laisse la parole pour la conclusion. Olivier, le micro est ici. Merci. Enfin, je relais les remerciements à vous quatre pour cette intervention. On a proposé au Conseil régional, en la personne d'Olivier Gaudin, directeur de l'emploi, de la formation tout au long de la vie, au Conseil régional de conclure cette conférence parce qu'elle a été organisée en partenariat avec le Conseil régional. Nous travaillons en lien étroit depuis 2019 et encore dans les années à venir. Alors peut-être, Olivier, en quoi toutes ces questions d'innovation sont importantes pour la région dans le domaine de la formation ? Merci. Je veux déjà remercier les intervenants de cet après-midi. Je suis arrivé un petit peu en retard, donc je n'ai pas forcément tout entendu, mais le peu que j'ai entendu, en tous les cas, ça inspire fortement. Et ça correspond bien aussi à ce que la région souhaite faire avec les acteurs de la formation. Pour rappel, la région est compétente en matière de formation professionnelle continue des demandeurs d'emploi, notamment. Donc, elle souhaite impulser une politique aussi d'innovation auprès des centres de formation. Parce qu'elle se sent responsable, elle est acheteur public
de formation. Donc on a cette commande publique et le soutien qu'on peut faire à la formation, ça permet de diffuser aussi ce que l'on souhaite faire en matière de formation. Donc c'est l'établissement de cahiers des charges, par exemple, et qui implique, voilà, on peut demander à des organismes de formation de faire telle ou telle innovation. Deux grands enjeux qui sont portés actuellement par la région, ce sont les transitions numériques et les transitions environnementales. Ça va être encore plus fortement marqué sur cette mandature. On n'a pas tous les résultats de la feuille politique, mais ça commence à se dessiner et ça le sera au cours de 2022. Donc, à travers ces deux enjeux, c'est de pouvoir influencer. On a parlé de digitalisation. Monsieur a parlé de, Olivier comme moi, a parlé de Definum, donc ce qui est entrepris au niveau national dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport au PRIC en Bretagne, mais la région se sent aussi responsable d'accompagner la digitalisation de la formation en Bretagne. Donc en complément avec ce qui peut être entrepris de manière peut-être plus colossale et dans un investissement plus important au niveau national. Mais on a commencé, par exemple, à travers un appel à projet distinct en Bretagne, à accompagner, on a une vingtaine d'organismes de formation qui, d'ici la fin de l'année, vont être accompagnés à la stratégie digitale. Donc comment on fait un 360 digital dans leur propre organisme de formation, donc il y a un prestataire qui vient pour ça, et puis comment on va accompagner la mise en œuvre du plan d'action de la digitalisation de la formation ensuite dans l'organisme de formation. Donc on va être amené à étoffer cet accompagnement en termes d'innovation. Je fais un peu de teasing, mais on aura un plan d'action encore plus complet pour l'année 2022. On est en train d'y travailler. Mais je crois que ce qui est important pour la région, c'est aussi de créer les conditions de l'innovation. C'est-à-dire que nous, on ne va pas être prescripteur en tant qu'acheteur, en tant que financeur public. On ne va pas être prescripteur de ce que doivent faire les organismes de formation en matière d'innovation. Bien sûr, on peut influencer à travers la politique publique, mais je pense que l'innovation, elle se crée aussi à la base, en fait. Donc ce sont les organismes de formation qui peuvent aussi, ou des spécialistes qui peuvent proposer des innovations. Donc le rôle de la région, c'est de favoriser à ce que ces organismes de formation créent, innovent. Donc ça, c'est pour nous créer les conditions favorables à ce qu'on puisse innover dans les organismes de formation ou bien dans les communautés des acteurs de la formation. Alors je crois que justement c'est un des axes importants du pacte dont on a beaucoup parlé, donc le pacte breton d'investissement dans les compétences qui a démarré en 2019 et qui va encore durer 2 ou 3 ans. Donc le lien avec le pacte pour vous aujourd'hui, ces appels à projets de digitalisation, etc., ça s'inscrit dans ce temps-là ? Tout à fait. Donc le pacte régional, c'est avant tout un investissement massif de la région et de l'État. C'est à plus de 500 millions d'euros qui sont investis par ces deux financeurs publics pour la formation en Bretagne depuis 2019. Et on a eu quelques bonnes nouvelles puisque le pacte devrait être reconduit une année supplémentaire en 2023. Avant tout, c'est de l'achat de formation. Donc, c'est faire en sorte qu'on ait plus de demandeurs d'emploi qui soient formés en Bretagne, et notamment les publics. Vous avez parlé de publics spécifiques tout à l'heure, donc on a évidemment à cœur que ces publics spécifiques puissent aller vers la formation et a fortiori la formation qualifiante, parce que ce qui nous importe, c'est l'insertion dans l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes. Donc, le pacte, ça nous a permis d'acheter différemment, parce que l'innovation. Il y a l'innovation dans la formation, mais il y a aussi l'innovation juridique, l'innovation dans la manière de financer les formations. On a renouvelé nos gammes de formation, prépa, qualif emploi, et ça nous a permis aussi de prévoir des formations plus souples, plus adaptées aux besoins en compétences. Ça, c'était l'achat principal, le soutien principal au titre du pacte, parce que l'État nous attend aussi beaucoup là-dessus, et c'était les objectifs aussi de la mandature précédente, et ça le sera sur cette mandature. À côté de ça, on avait 7% de l'enveloppe, donc des 216 millions que l'État nous a octroyés, et bien c'était de pouvoir transformer la formation, donc c'est pouvoir agir sur les conditions de réalisation de la formation, et donc on a, c'est ce que je disais à l'instant, quand on parlait innovation, c'est de faire en sorte qu'on puisse accompagner les innovations dans les organismes de formation. Très concrètement, c'est pour l'instant l'accompagnement à la digitalisation, parce qu'on a un petit peu accéléré le mouvement par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Mais donc, on a aussi à cœur de faire en sorte que les coopérations entre les acteurs de formation puissent amener à l'innovation. Donc pour l'instant, ça a été du soutien, notamment
au greffe, sur comment on sensibilise mieux sur les innovations. Ça, c'est très très important pour nous. Et puis soutenir quelques initiatives bretonnes autour du Learning Show notamment. Et puis, alors peut-être pas depuis le démarrage, mais sur les 3 dernières sessions. Et puis EdTech Grand Ouest également, qu'on soutient depuis... je ne sais pas, 2 ou 3 ans, Lucie, je ne sais plus. Bref, en tous les cas, principal financeur d'ailleurs en Bretagne du EdTech. Alors, les rendez-vous du pacte s'inscrivent dans cette volonté de coopération, de prendre du recul et de favoriser les coopérations, les innovations en Bretagne. On poursuit en 2022, Olivier ? Oui, on poursuit, donc il n'y avait pas trop de suspense. Donc 3e saison qui arrive avec au moins 3 épisodes. Je pense qu'ils sont très attendus. Je remercie l'équipe du Greffe qui s'est très vite adaptée à ce qu'on souhaitait faire. Les rendez-vous du pacte, pour nous, ça fait partie de notre stratégie d'animation de la communauté des acteurs de la formation. On est sur un niveau qui correspond pour nous à de la sensibilisation, à de l'échange entre acteurs. Alors, c'est peut-être un peu descendant, mais c'est complètement assumé. C'est-à-dire que pour nous, c'est important de diffuser cette information et faire en sorte que les acteurs, la famille de la formation, soient bien sensibilisés sur ce qu'on a vu cet après-midi, par exemple. On a eu plusieurs webinaires qui ont été organisés. Entre parenthèses, on est très content de le faire quand même en présentiel cette fois-ci. Sensibilisation, coopération, c'est ce premier niveau de coopération pour nous. Donc il y a d'autres formes de coopération. Je le disais tout à l'heure, EdTech Grand Ouest propose des ateliers aussi, donc à distance ou bien sur ce qu'ils appellent les territoires apprenants. Donc la rencontre entre acteurs, la production aussi d'innovation collaborative entre acteurs, entre les producteurs de tech justement et puis les organismes de formation. Aller chercher justement les organismes de formation qui nous intéressent aussi, nous, parce qu'on travaille avec eux. C'est ceux qui créent de la formation dite inclusive. Et puis d'autres formes de coopération qui peuvent exister aussi. Je pense à ce qu'on est en train de développer à partir de La Place, qui est aussi initiée avec le Greffe Bretagne. Donc une plateforme à distance, mais qui permet avec des espaces dits de collaboration. Ce sont les espaces de travail aussi entre acteurs. Donc encore une fois, ça correspond bien à ce que l'on souhaite, c'est-à-dire nous, on ne va pas prescrire l'innovation pour l'innovation. Il faut aussi que ça soit quelque chose qui soit vécu et proposé par les acteurs. La région, elle sera responsable, quelque part, de soutenir ces formes aussi de coopération. On va influencer un peu, on va continuer en 2022, à travers les rendez-vous du pacte, bien sûr. J'espère en 2023 aussi, on va continuer. Il y a toujours plein d'idées, je sais que les équipes, elles phosphorent très très bien sur ces points-là. Voilà. Merci Olivier. Un dernier mot peut-être avant que je repasse la parole à Sylvie pour conclure. Non, mais je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci encore pour votre présence. Merci aux personnes qui sont connectées à distance. On a une banque de replay, je crois, de l'ensemble. Tout à fait. Sylvie va nous préciser. Ok, très bien. Donc c'est pour nous important. Voilà, c'est un très beau cadeau de Noël, je trouve, à faire. Entre parenthèses. Merci pour votre écoute. À la place de Netflix, allez sur les replays du Greffe. Voilà. N'hésitez pas. Sylvie. Donc vous aurez bien compris que vous allez retrouver ce replay, mais également l'ensemble des replays des rendez-vous du pacte, donc tout sur le site du Greffe Bretagne, dans la rubrique animation. Premier message. Ensuite, on voulait vous dire également que vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation pour ceux qui sont en ligne et pour ceux qui sont en présentiel aussi. Donc merci vraiment de prendre le temps d'y répondre parce que c'est vraiment des choses qu'on consulte et qui nous alimentent pour proposer les prochains thèmes. Voilà, je vous remercie tous d'avoir participé à ce rendez-vous qui a pu se tenir en présentiel. On en est effectivement fort heureux. Et puis pour ceux qui poursuivent, en présentiel, je vous propose en fait de monter l'amphi et mes collègues vont vous diriger vers la salle des ateliers où Artefacto et Lyriza vont pouvoir vous faire des démos de réalité virtuelle dès maintenant. À tout de suite. Merci.